Bonjour à tous et soyez les bienvenus en cette journée extrêmement ensoleillée pour tous. Bonjour Pascal. Bonjour Magali, bonjour à tous. Notre émission, comme chaque jour, donc sans filtre, avec beaucoup d'humeur, avec beaucoup d'infos. Et une question, tiens, pour commencer. Est-ce que vous pensez que l'Iran disposera bientôt d'un missile capable de frapper les États-Unis ? On vous sent un peu sceptique, vous êtes comme nous. En tout cas, c'est ce que Donald Trump a affirmé la nuit dernière. Vous savez, c'était ce fameux discours de l'État de l'Union, c'est traditionnel aux États-Unis. On a la sensation quand même que le président américain ne sait plus quoi inventer pour justifier son éventuelle intervention militaire donc en Iran. On ira dans le Moyen-Orient retrouver notre envoyé spécial, Xavier de Giacomoni, qui pourra analyser la situation. Il nous dira exactement ce qui est en train de se passer dans le golfe Persique. Donc, est-ce que les Américains sont prêts à frapper ou pas ? On essaiera d'en savoir davantage. Et puis, cette question qui préoccupe beaucoup les entreprises, vous savez, ça s'appelle les retards de paiement. Or, il se trouve que l'État, les hôpitaux, les collectivités locales ne respectent pas toujours les délais de paiement. Alors, ce sont les entreprises qui absorbent ce choc. Et vous savez, la trésorerie, c'est un peu l'oxygène des entreprises, c'est-à-dire qu'on peut mourir en bonne santé, en réalité. Alors, l'exploitation est bonne, mais comme les clients tardent à payer, on est étouffé. On en parlera avec Bernard Cohen-Haddad, qui est le patron de la CPME, le président de la CPME, les petites et moyennes entreprises en Ile-de-France. Ah, puis j'ai une autre question. Tiens, à quel âge est-ce que vous pensez qu'on bascule dans la catégorie des travailleurs seniors ? Vous avez peut-être une idée, vous, Pascal ? Je quitte le plateau ou je reste ? Non, vous restez avec nous. Eh bien, c'est 45 ans, figurez-vous, 45 ans selon les employeurs. Oui, vous avez bien entendu, c'est un peu jeune pour être considéré comme has-been. Les chefs d'entreprise estiment à une très large majorité que ces salariés seniors sont un atout pour leur entreprise au vu de leur expérience, sauf qu'ils sont aussi une large majorité à estimer que c'est trop risqué d'employer ces salariés seniors. Eh bien, on a décidé, nous, de s'emparer du sujet et d'inviter un patron pour qu'il réponde à nos questions. C'est notre émission Sans filtre et c'est parti. Voilà, et puis l'actualité, Magali, c'est aussi une bonne nouvelle. Il n'y a plus de départements en vigilance rouge au cru aujourd'hui. Alors, des départements qui restent en vigilance orange, mais l'épisode que nous vous décrivons depuis quelques jours touche à sa fin. Oui, le soleil, les températures chaudes. Alors, c'est vrai que c'est anormal, ces températures en cette saison, mais elles font du bien aux sinistrés. Autre bonne nouvelle, la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Près de 300 communes vont pouvoir bénéficier de la procédure. On se rend tout de suite à Saintes, retrouver notre équipe, Suzy Ménégus et Olivier Martin. Bonjour à tous les deux. Vous êtes à Saintes, qui fait partie des communes qui vont pouvoir être indemnisées. On suppose que quand même c'est le soulagement. Tout à fait, c'est ce que nous disait le maire de Saintes que nous avons pu rencontrer ce matin. Saintes va être donc indemnisée, les sinistrés vont être indemnisés. Il faut savoir que c'est la 3e fois pour cette commune. Donc cet état, cette reconnaissance de la catastrophe naturelle, ça veut dire que les sinistrés vont pouvoir être assurés, vont pouvoir être remboursés sur certains de leurs biens qui ont pu être endommagés. Le maire nous le disait, c'est près d'1,5 million de dégâts selon les premières estimations, 1,5 million d'euros de dégâts. Donc ça, c'est la première bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, c'est bien sûr que la décrue a commencé. On a perdu près de 30 cm d'eau par rapport au pic de crue. Le pic de crue qui avait atteint, on le rappelle, plus de 6,55 m ce week-end. Donc voilà, la décrue est lente, mais elle se poursuit. Vous pouvez le voir, il y a encore des barques. C'est encore la seule solution pour certains sinistrés pour se déplacer aujourd'hui. Mais on voit que ça commence à arriver. On est là depuis dimanche et on voit que l'eau a baissé. On voit également que les petits passages, vous voyez, qui sont les planches en bois et les parpaings, certains ont été enlevés parce que l'eau commence à se retirer tout doucement ici à Saintes. Ça se retirer, mais effectivement, il y en a encore pas mal. On vous retrouvera au cours de l'émission, d'ailleurs, on retournera à Saintes vous voir, Suzy, et vous nous parlerez donc de cette lente décrue. Et puis, grâce à vous, on sera en direct avec le maire de Saintes qui nous expliquera donc cette reconnaissance d'état de catastrophe naturelle. Qu'est-ce que ça change pour sa ville ? On a voulu savoir ce que ça changeait aussi pour vous, peut-être, vous sinistrés qui êtes en train de nous regarder ce reportage d'Antoine Bourdarias. Dans le Maine-et-Loire, des rues toujours inondées et des sinistrés qui attendaient cette reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, validée pour près de 300 communes. Chez cet agriculteur de Saint-Léger, dans le Lot-et-Garonne, l'eau a enfin disparu. C'est quoi ça ? C'est la hauteur d'eau. Elle a causé beaucoup de dégâts. Et oui, c'est pas encore, mais il y a encore de l'eau d'ailleurs. Les portes, elles sont mortes.
qu'il a tout de suite déclaré à son assurance. On nous a dit faites déjà ce que vous avez à faire et faites-nous la liste, faites-nous passer la liste et après on avise quoi. Cette validation de l'état de catastrophe naturelle permet surtout d'accélérer la prise en charge des sinistrés. Il dispose désormais d'un délai de 30 jours pour déclarer les dégâts. La franchise, elle, est plafonnée à 380 € et les compagnies d'assurance sont 3 mois pour procéder à l'indemnisation complète après expertise. Mais attention, votre niveau d'indemnisation dépend toujours des garanties prévues dans votre contrat d'assurance. Si vous aviez des exclusions, notamment votre voiture parce qu'elle est assurée au tiers ou vos équipements de jardin parce que vous n'avez pas l'option adéquate, eh bien ça ne sera pas pris en charge. Les dégâts causés par ces crues sont estimés entre 2 et 3 milliards d'euros. À l'étranger, vous avez pu suivre la nuit dernière sur LCI en direct le discours de Donald Trump sur l'état de l'Union. C'est un discours qui est prononcé une fois par an et nous avons l'impression cette année que cette intervention est destinée à préparer l'opinion à un conflit avec l'Iran. En tout cas, on peut l'imaginer en ayant écouté le président américain. Oui, effectivement, notre correspondante à Washington, Sonia Dridi, était ici au Congrès au cours de la nuit pour suivre ce discours, parce qu'effectivement c'était devant les parlementaires américains que le président a pris la parole. Sonia Dridi donc nous a fait un compte-rendu, c'était très tôt ce matin, écoutez. Oui, beaucoup guettaient dans ce discours des indices sur les intentions de Donald Trump en ce qui concerne l'Iran. Le président américain a déclaré que sa préférence allait à la diplomatie pour une résolution du conflit, mais il a dit regretter ne pas avoir encore entendu les mots magiques, dit-il, de la part de l'Iran. Nous n'aurons jamais l'arme nucléaire. Et ensuite, il a semblé préparer l'opinion publique à une éventuelle intervention militaire en Iran, en montrant aux Américains que le danger n'était pas si loin, puisqu'il a déclaré que la République islamique avait déjà développé des missiles qui pouvaient atteindre l'Europe et les bases militaires américaines dans la région. Et il a ajouté que l'Iran travaillait à la construction de missiles qui pourraient bientôt atteindre les États-Unis. Voilà, on y reviendra dans l'émission avec nos spécialistes et notre correspondant au Moyen-Orient, notre envoyé spécial au Moyen-Orient à midi 20. Restez bien avec nous. L'actualité, donc on retourne en France avec cet accident dramatique cette nuit dans le Pas-de-Calais. 2 véhicules sont entrés en collision frontale. Il y a 3 morts, dont 2 jeunes de 15 ans. Guillaume Chiez nous a rejoint pour nous en dire davantage. Bonjour Guillaume. Bonjour. Ce qui frappe dans cet accident, donc c'est un drame absolu bien évidemment, c'est que l'un des conducteurs était un adolescent. Oui, parce que dans la première voiture de cet accident, il y a 4 adolescents et tous sont âgés de 15 ans. Les 2 passagers arrière sont décédés sur le coup. Le conducteur et le passager avant sont hospitalisés, grièvement blessés. Dans le second véhicule, un homme de 39 ans est lui aussi décédé. Le parquet de Béthune a annoncé ce matin qu'une enquête pour homicide routier avait été ouverte. Pour le moment, les 2 survivants n'ont pas pu être interrogés par la police. Des témoins ont signalé que la voiture des adolescents roulait à vive allure. L'un des points cruciaux de cette enquête sera aussi de comprendre pourquoi et comment un garçon de 15 ans s'est retrouvé au volant d'une voiture alors qu'il n'est pas en âge d'avoir le permis de conduire seul. Merci beaucoup Guillaume pour toutes ces précisions. Le groupe français de petits électroménagers SEB annonce prévoir un plan de licenciement, de suppression de postes de 2100 postes, 500 en France. SEB doit faire 200 millions d'euros d'économies en année pleine. Alors ce sont des réductions d'emplois qui vont porter essentiellement sur les fonctions support, la logistique, notamment le marketing, et qui se feront sur la base du volontariat. SEB s'est toujours distingué dans ce secteur du petit électroménager par sa capacité à investir. Nous en avons souvent dans nos cuisines. Ouais. Toujours dans le domaine du commerce, des échanges et du négoce, après le BHV Marais à Paris, la marque chinoise Shein est déployée dans 5 magasins de province, à Reims, à Angers, à Dijon, à Limoges, qui sont plutôt des villes moyennes, Magali. Oui, la polémique, on s'en souvient, dans la capitale, avait quand même été extrêmement vive au cours de l'automne. Eh bien, en région, c'est pareil, ce n'est pas toujours bien vu, c'est arrivé, comme ici à Dijon, avec ce reportage de Suzy Muselet.
Initialement prévue pour la fin 2025, la boutique Shein ouvre ses portes aujourd'hui à Dijon. La marque de fast fashion ne fait pas l'unanimité parmi les habitants. Moi, en tant que consommateur, je ne veux pas cautionner ce type d'industrie. On n'en pense que du mal, en fait. J'aime bien faire fonctionner les petites boutiques locales parce qu'on en a besoin, parce que ça fait partie de la vie. Cette commerçante du centre-ville ne se dit pourtant pas inquiète par l'arrivée du géant asiatique. Voilà, je pense que c'est pas la même clientèle que chez nous. Je pense qu'en termes de qualité de produits, on est largement au-dessus. Nous, on est dans une gamme de petits prix, mais avec des produits quand même de qualité. Le succès relatif du magasin de la marque, ouvert à Paris il y a 4 mois, la rassure. On a bien vu qu'au BHV de Paris, ça a fait un peu un flop parce que les prix étaient super chers comparés au site. Pas d'inquiétude non plus pour cette autre commerçante qui regrette cependant la transformation des Galeries Lafayette en BHV. On a une grosse baisse de fréquentation à cause des grandes marques qui sont parties des galeries depuis que c'est devenu BHV. Suite à l'arrivée de Chine. L'ouverture de ces magasins en province découle d'un partenariat entre l'exploitant du BHV et le géant de vente en ligne, régulièrement accusé de concurrence déloyale. Enfin, on va vous montrer une image qui peut faire du bien, quoique. Regardez, c'est beaucoup en profitent en ce moment. On a regardé sur la carte, pas une goutte de pluie aujourd'hui en France, du soleil partout, absolument partout, entre 18 et 20 degrés dans le nord, jusqu'à 25 degrés dans le sud. Beaucoup en profitent, évidemment, vous l'imaginez bien. Il y a encore 2 zones quand même actuellement en vacances scolaires. Beaucoup en profitent notamment sur les bords de mer. Forcément, on les comprend et on se dit qu'ils ont de la chance, sauf que ce n'est pas normal. Pas du tout. On rappelle qu'on est le 25 février, donc c'est encore l'hiver et qu'il n'est pas normal d'avoir des températures dignes du mois de mai aujourd'hui. Magali, dans un petit instant, l'Iran, la confrontation qui s'annonce entre les États-Unis et l'Iran. Enfin, on vous dit ça quand même très régulièrement. Mais la nuit dernière, si vous avez suivi sur LCI le discours sur l'état de l'Union de Donald Trump, il y a quelques éléments nouveaux. Alors Donald Trump nous dit en substance que l'Iran disposerait de missiles pour attaquer l'Europe, très bien, et bientôt les États-Unis. Moi, j'ai envie de lui dire aujourd'hui, Donald, tu nous prends quand même pour des Mickey. On va y revenir. Bien, Donald Trump toujours menaçant, son discours la nuit dernière sur l'état de l'Union, en partie consacré à l'économie américaine. On ne vous en dira pas grand-chose aujourd'hui, parce qu'il y a peu de choses à en dire en réalité. En revanche, quelques indications sur la relation et notamment la situation de tension au Proche-Orient. Les États-Unis d'un côté, l'Iran de l'autre, et Donald Trump qui nous dit en substance, l'Iran a des missiles qui peuvent atteindre l'Europe aujourd'hui. J'ai quelques doutes, mais on va demander au général Duterte ce qu'il en pense. Et surtout, cette information, l'information d'ailleurs, est-ce que c'en est vraiment une, le président américain qui dit, voilà, bientôt les Iraniens auront de quoi atteindre des missiles suffisants pour atteindre les États-Unis. Et donc, je disais tout à l'heure, mon œil, je n'y crois pas, mais en tout cas, on voit qu'il y a une petite situation de tension et que chaque jour, on ajoute un élément au millefeuille. Bah oui, c'est ça, ces missiles-là qu'on va vous montrer, les missiles balistiques iraniens. Pour le moment, a priori, ils peuvent atteindre... Ils ont une portée de 2000 km. On a regardé quand même. La distance entre l'Iran et les États-Unis, c'était plus de 9000 km. Donc est-ce que ces missiles, un jour, effectivement, ils pourront aller frapper le sol américain? On va en débattre avec nos invités. D'abord, écoutez Donald Trump, lors de son discours de l'état de l'Union cette nuit. Il a parlé de l'Iran, effectivement, et de ses menaces réelles, selon lui. Ils ont déjà développé des missiles qui peuvent menacer l'Europe et nos bases à l'étranger. Et ils travaillent à bâtir des missiles qui pourront bientôt atteindre les États-Unis. Après Midnight Hammer, ils ont été avertis de ne plus tenter à l'avenir de reconstruire leur programme d'armement, en particulier en matière d'armes nucléaires. Et pourtant, ils continuent, ils recommencent tout depuis le début. Nous avons tout anéanti et ils veulent tout recommencer encore une fois. Voilà. Est-ce que c'est possible ou pas? Effectivement, le général Patrick Duterte nous accompagne. Bonjour, général de l'armée de l'air, ancien pilote de chasse. Claire Cambier est également avec nous. Bonjour Claire. Et Xavier de Giacomoni et Bordan Boutka depuis le Moyen-Orient, donc au niveau du détroit d'Ormuz. Bonjour à tous les deux. Xavier, une première question pour vous. Tiens, on a quand même la sensation avec cette menace brandie par Donald Trump, on se dit que finalement le président américain, il ne sait plus quoi inventer pour justifier sa présence militaire au Moyen-Orient.
Oui, c'est un peu que c'est ressenti ici, comme cela que c'est ressenti ici dans le Golfe, car tout ce qu'a pu dire Donald Trump la nuit dernière paraît totalement aberrant. La menace sur l'Europe, eh bien, elle est fausse. Les missiles balistiques iraniens, vous l'avez dit, portent à 2000, parfois 2500 km, mais c'est vraiment le maximum. Et quand on regarde sur une carte, on n'atteint même pas la Grèce. Quant à avoir des missiles intercontinentaux, c'est comme ça que ça s'appelle, qui pourraient parcourir les 10 000 km entre l'Iran et les États-Unis, si on part des environs de Téhéran, un peu à l'ouest, et qu'on arrive à New York, pour le moment, c'est vraiment, ça n'existe absolument pas, et aucun pays allié de l'Iran ne serait prêt à lui offrir une telle technologie. On peut penser à la Russie, empêtrée dans ses problèmes en Ukraine, et c'est rien de le dire, embourbée en Ukraine, et à la Chine qui n'aurait aucun intérêt à le faire, à fournir cette technologie à Téhéran. La vraie menace, en revanche, elle est ici, elle est là où nous nous trouvons. D'abord, c'est la menace de fermeture du détroit d'Ormuz. On en parlera, j'imagine, un peu plus tard, parce qu'elle connaît très très bien ce sujet-là, qui est vraiment un sujet extrêmement grave pour l'économie mondiale et qui peut faire des dégâts au-delà même du militaire. Et puis, elle est pour les pays alliés des États-Unis dans le Golfe, Arabie Saoudite, Koweït, Qatar. Ça peut vraiment poser d'énormes problèmes, car les côtes iraniennes, là pour le coup, sont à moins de 250 km. Pour petite précision, la ville de Bandar Abbas, base des gardiens de la Révolution, est à 70 km par là-bas. Voilà, à peine 70 km. Vous voyez que c'est vraiment extrêmement proche. Et puis, évidemment, la menace, elle est pour principal allié des États-Unis dans la région, elle est pour Israël. Évidemment, merci beaucoup. Vous restez avec nous, Xavier ? Vous allez pouvoir participer au débat. Vous qui êtes sur place, il y a peut-être pas mal d'éléments que vous pourrez nous apporter. Juste général, vous avez entendu Xavier qui dit c'est totalement aberrant. Donc c'est impossible. Comme souvent Xavier dit des choses pertinentes et il a tout à fait raison. Bien sûr, le maximum que l'on connaisse maintenant dans la portée des missiles balistiques iraniens, c'est à peu près 2000 km effectivement. Et si vous prenez la pointe de l'Iran et que vous projetez à peu près 1000 nautiques, donc 1850 km, eh ben vous touchez quoi ? Vous pouvez toucher Athènes. En fait, là, effectivement, l'Europe commence à être grignotée, Athènes ou la Bulgarie, enfin, vous voyez, donc ces pays-là, près de la Roumanie. Oui, j'ai ma carte, comme ça me permet d'avoir les bonnes distances, et la Bulgarie, la Roumanie. Mais s'agissant d'aller plus loin, il en est hors de question, en fait. Et effectivement, ils n'ont absolument pas cette technologie-là, à moins qu'un jour, la Russie... Que peut imaginer le président américain ? Il sait très bien qu'on est capable de vérifier les choses, enfin que c'est un crack de plus, c'est pas clair. Alors, des contre-vérités, il en a dit plusieurs, et pas seulement sur la politique internationale dans son discours. Ce qu'on peut souligner, c'est que Chuck Schumer, le responsable de la minorité au Sénat, a rencontré Trump hier avant son discours, et il a dit il va falloir convaincre les Américains. Là, ce à quoi on assistait, c'était aussi un discours pour préparer l'opinion publique, pour alerter que si l'Iran ne cède pas et ne propose pas un accord viable, eh bien des frappes, il pourrait effectivement y en avoir, alors que la population américaine aujourd'hui n'y est pas forcément. Claire, les Iraniens devaient remettre un mémo écrit de mémoire. On l'a évoqué lundi, hier. Alors un mémo écrit avec leurs engagements sur le nucléaire, et notamment l'enrichissement de l'uranium. Est-ce qu'à votre connaissance, ça a été fait ? Ils devaient les remettre, en fait, avant les négociations. C'est ça, d'aujourd'hui. La date d'hier était assez floue. Ce que l'on sait, en tout cas, c'est que Donald Trump a reçu les responsables de différentes chaînes américaines hier, également avant son discours, et leur a dit les négociations de jeudi sont importantes. Ce que rapporte également l'agence ukrainienne Interfax, c'est que Witkoff a assuré qu'il irait. C'est rapporté par cette agence, il aurait dit ça lors d'une réunion, un des meetings yes, que Witkoff a indiqué qu'il partirait mercredi soir pour Genève et que sa priorité c'était de discuter avec les Iraniens. Donc on a bien, en tout cas pour le moment, la phase diplomatique qui est privilégiée avec cette menace qui pourra arriver très très vite derrière. On va revenir sur la diplomatie en cours, effectivement, et on sent que Donald Trump veut la privilégier finalement, cette voie-là. Mais vous dites qu'en fait, hier, cette prise de parole, elle est pour préparer les esprits, pour préparer l'opinion américaine, quitte à dire des mensonges. En tout cas, regardez la réaction du côté du régime iranien. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères qui a crié, qui a dit c'est totalement faux ce qu'a dit Donald Trump. Tout ce que les Américains avancent au sujet du programme nucléaire iranien, des missiles balistiques de l'Iran et du nombre de victimes lors des troubles de janvier n'est rien d'autre que la répétition
de gros mensonges. Mais ça, évidemment, on imagine que l'opinion publique américaine, elle ne fait pas confiance à ce genre de propos. Il y a des mensonges qu'on finit par croire. Il y a des deux côtés, finalement, parce que quand les Iraniens dénoncent le nombre de victimes lors des troubles, on peut quand même se poser la question de la véracité. Mais général Duterte, ce sont des cracks, grosso modo. Tout le monde le sait, enfin, y compris d'ailleurs les soutiens actifs du président américain. Moi, j'ai plutôt le sentiment que Donald Trump est très hésitant, qu'il ne sait pas très bien s'il faut rentrer dans la guerre. Il y a autour de lui manifestement des militaires qui sont plutôt sceptiques sur l'issue d'une opération, enfin l'issue rapide d'une opération militaire sur place. Qu'est-ce que vous en dites ? Je vois que Xavier nous fait des signes en disant non, mais Xavier, il aura la parole juste après. Absolument. Moi, je pense comme vous, c'est-à-dire qu'il hésite. Il hésite, il voudrait quand même une solution diplomatique qui le satisfasse, mais les Iraniens ne lâcheront jamais. De toute manière, ça fait 30 ans qu'ils nous baladent sur le nucléaire, donc par contre, ils ont l'art absolument de négocier, mais comme le rappelle Claire, et moi, il y a une petite réunion qui est passé un peu sous le coude après le discours de l'Union, c'est organisé par Marco Rubio avec des représentants du Congrès démocrates et républicains. Et c'était à huis clos. Et il semblerait, je lisais un article du Monde sur le sujet, qui disait que les représentants démocrates sortaient avec une mine un peu défaite. Comment vous l'interprétez, ça ? J'interprète, c'est-à-dire qu'on prépare le terrain au niveau des représentants du peuple américain. À une intervention militaire. Suite cette réunion que Chuck Schumer a dit c'est grave, il va falloir convaincre les Américains. Voilà. On va donner la parole à Xavier, parce que je voudrais aller au bout de mon argument. Xavier, on sait, nous ne sommes ni militaires, ni vous ni moi, mais on sait comment on rentre dans une guerre, on ne sait pas comment on en sort. Et pour mener une guerre qui soit une guerre efficace, il faut aussi avoir des objectifs précis. Est-ce que c'est vraiment le cas des Américains aujourd'hui ? C'est tout le problème, Pascal. Il n'y a pas d'objectif précis. On est passé du fait de mettre par terre le programme nucléaire iranien, ce qui n'a pas été fait la dernière fois, en juin dernier, lors de l'opération Midnight Hammer, à faire tomber le gouvernement, à provoquer ce qu'on appelle en anglais un regime change, tout simplement un changement de régime, comme on l'a vu à l'œuvre, par exemple, en Irak. C'est un exemple assez intéressant. On sait comment ça s'est terminé. Donc, évidemment, il y a énormément d'interrogations au sein de l'administration américaine, mais aussi au sein du Pentagone. On a entendu, vous en parliez tout à l'heure, on a entendu le chef d'état-major des armées américaines, le général Dan Kane, exprimer son scepticisme lors d'une réunion dont les propos ont filtré. D'ailleurs, il a dû prendre un sacré savon de la part de Donald Trump, parce qu'effectivement, cette opération, elle ne sera pas forcément réussie. Et même, on entend des spécialistes de la stratégie militaire dire qu'elle est extrêmement compliquée, d'autant plus qu'il est hors de question qu'il y ait des troupes au sol. On sait très bien que des bombardements, même s'ils sont extrêmement intensifs, ne pourront pas venir à bout de l'Iran et surtout du régime des mollahs. Que pour ça, il faudrait forcément avoir une intervention au sol. Il en est bien sûr hors de question, mais beaucoup se disent que les Américains pourraient s'embourber en Iran pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, si tant est qu'ils aient suffisamment de munitions, et que dans le même temps, l'Iran, ce que je vous disais tout à l'heure, pourrait infliger des dégâts extrêmement sérieux à tous les alliés des États-Unis dans cette région du Golfe Persique, en allant jusqu'à la Jordanie et jusqu'à Israël. C'est vrai que la douleur n'est pas ressentie de la même façon du côté des alliés américains que du côté de l'Iran. Un ancien pilote de chasse sur le plateau, forcément, vous allez pouvoir nous parler de votre expérience. Ce que disait Xavier, là pour l'instant, ce serait une intervention militaire aérienne, sans troupes au sol. Comment est-ce que vous voyez les choses avec un terrain comme celui de l'Iran ? D'abord, beaucoup de choses sont possibles. Je rappelle quand même qu'en l'histoire, le Kosovo est tombé uniquement par l'arme aérienne, sans aucune troupe au sol. Là, c'est 90 millions d'habitants. Absolument. Mais il n'est pas question non plus de raser l'Iran. En fait, je pense que les objectifs, c'est toute la discussion. Il faut que les objectifs politiques et militaires soient parfaitement définis. Qu'est-ce que ça veut dire ? On voit, c'est
complètement détruire le programme nucléaire, détruire le maximum de sites balistiques, sachant que, comme le souligne absolument Xavier Giacometti, c'est qu'il y a des risques évidemment que certains missiles attaquent les bases américaines et surtout les pays du Golfe qui ont peur, sont juste en face. Qui sont juste en face, qui ont peur de toutes les représailles et de tout ce que ça peut représenter. Il y a comme autre objectif sécuriser complètement le détroit d'Ormuz. Ça veut dire aller frapper les gardiens de la révolution qui ont entre guillemets la maîtrise de ce détroit d'Ormuz côté iranien, donc tous les sites qui seraient en face de là où se trouve Xavier d'ailleurs. Et puis toucher évidemment les représentations, les symboles du pouvoir iranien aujourd'hui, que sont bien sûr les mollahs et les pasdaran. Et donc comment en fait toucher cela sans sans non plus détruire l'appareil militaire qui lui doit rester en fait. Je pense qu'ils ont Trump à juste titre, les Américains de manière plus large ont le syndrome de l'Irak. Pourquoi ? Parce que ça a été très mal fait, cette histoire-là. Et ils ont par exemple, ils auraient dû se concentrer sur le parti basse et non pas toucher l'appareil militaire qui, lui, ne faisait qu'obéir aux positions politiques de Saddam Hussein à l'époque, et donc qui se sont retrouvés complètement dans l'opposition en fait à l'invasion américaine. C'est exactement ce qu'il ne faudrait pas faire avec l'Iran. Et la difficulté était la dernière colonne vertébrale de ce pays. Exactement. Et elle a été brisée, par les Américains qui se sont trompés de cible, à tel point d'ailleurs que l'Irak est aujourd'hui un foyer de, de tension et de violence. Éviter la difficulté en Iran, c'est qu'il n'y a pas d'opposition organisée à ma connaissance. On va écouter une voix connue sur l'antenne de LCI, c'est le général Yakovlev. Une armada pour faire joli, dit-il. Alors, c'est son point de vue. Enfin, moi, je retiens une autre idée. Une idée qu'il exprime, c'est qu'il n'y a pas nécessairement de solution militaire disponible pour les États-Unis en Iran. Il a monté ce Barnum par tranches successives. Donc maintenant, on fait venir les F-22. Soit dit en passant, je ne sais pas à quoi ils servent dans ce contexte, mais c'est pas grave, on les montre, ça fait plaisir, au moins il faut qu'ils volent. S'il y avait une option militaire sûre et facile, ça ferait 15 ans qu'ils l'auraient fait. Ils n'auraient pas attendu que Trump arrive aux affaires. C'est pour ça qu'il réfléchit, il s'entoure des bonnes personnes. Mais il est très emmerdé, il est coincé face au truc. Et les Iraniens le baladent, c'est rigolo. Les Iraniens disent on est prêt à faire des concessions, comme si Trump était prêt à faire des concessions. Voilà, avec son vocabulaire qui lui est cher, évidemment, on connaît très bien son franc-parler au général Yakovlev. Il se fait balader par les Iraniens. Vous êtes d'accord ? En tout cas que les Iraniens ont toujours réussi à s'en sortir et à faire traîner les négociations depuis des années. Il n'y a pas grand-chose qui avance. Donc effectivement, il se fait un peu balader. Trump avait quand même promis en janvier d'intervenir, de sauver la population iranienne, et on voit qu'on est fin février et que le doute subsiste encore. Donc oui. Avec ses mots à lui, mais vous approuvez quoi ? Oui. Après, ce qu'il faut quand même entendre, c'est qu'il y a aussi la pression, comme on disait d'ailleurs sur ce plateau, de tous les alliés du Golfe, tous les pays arabes qui, lors de la réunion du Conseil de la paix, le Board of Peace aux États-Unis, ont alerté en disant il y a des risques à attaquer l'Iran pour les représailles, et il n'est pas sûr que les pays arabes acceptent que les États américains utilisent leurs bases militaires, ou bien survolent leur pays. En tout cas, il y a des grosses alertes qui sont émises par les partenaires. Justement. Il y a cette sensation quand même qu'ils sont un peu coincés, quoi. Posons la question à Xavier, qui est à Oman. Xavier, est-ce que les alliés américains dans la région, Oman, puis il y en a d'autres, les États arabes unis, le Qatar, etc., ont toujours le pied sur le frein? Ah oui, totalement. C'est une donnée importante dans le problème que doit résoudre Donald Trump. Dans le sorte, à mon avis, on a l'impression qu'il est tombé dans le piège iranien, un piège qui s'est tendu après les frappes de juin dernier. Les Iraniens ont vu comment ça pouvait se passer. Ils ont vu les résultats des frappes. Ils ont vu qu'elles n'avaient pas été extrêmement efficaces. Elles n'ont pas mis à bas totalement leur programme nucléaire. Il y a notamment ces plus de 400 kilos d'uranium dont on ne sait toujours pas où ils sont, mais les Iraniens, a priori, eux, savent où c'est. Et les alliés
alliés dans la région, ils font pression sur la Maison-Blanche pour qu'il n'y ait pas de frappe contre l'Iran, parce que justement, il n'y a pas d'issue militaire, d'après eux, à ce problème. Alors à Oman, où nous sommes, Oman, c'est un cas très particulier. C'est un pays qui est totalement neutre, qui fait énormément de commerce avec l'Iran. Je ne sais pas si vous voyez derrière moi, il y a plusieurs boutres qui sont au mouillage dans la baie de Kassab et qui font des allers-retours quasiment tous les jours avec l'Iran pour aller chercher des biens de consommation. Il y a beaucoup de trafic aussi. Donc Oman fait passer les messages entre les Iraniens et les Américains. Les Émirats Arabes Unis, eux aussi, veulent rester neutres. Là, nous sommes un peu plus au nord dans le Golfe Persique. D'ailleurs, ils interdiraient l'utilisation de leur base partagée avec les Français. D'ailleurs, on avait eu des inquiétudes il y a 15 jours comme quoi les Iraniens disaient qu'ils pouvaient viser cette base. Mais c'est la même chose dans des pays qui sont plus prompts à accompagner les États-Unis. Je pense au Qatar avec la base d'Al-Udeid, à Bahreïn où il y a le siège de la 5e flotte américaine. Et d'ailleurs, tous les bâtiments de la 5e flotte ont pris le large depuis plusieurs jours pour ne pas être pris pour cible dans ce port. Et puis évidemment, l'Arabie Saoudite ne veut plus entendre parler d'aucun problème avec les Iraniens. Ils ont fait un rapprochement avec les Iraniens. Ça a été extrêmement compliqué. Vous vous souvenez, Pascal et Magali, ils avaient eu certaines de leurs infrastructures pétrolières qui avaient été attaquées par des drones. Les Iraniens avaient dit c'était les Houthis, mais en fait c'était télécommandé par Téhéran. Ils ne veulent plus revivre ça. Surtout pas. Là, je reprends ce que vous disiez l'un et l'autre. Donald Trump est pris dans le piège iranien ? Général. Alors oui, au niveau du discours, parce que la négociation avec les Iraniens au niveau du nucléaire, on sait toujours quand ça commence, on sait jamais quand ça se termine, et en fait, ils ne respectent pas en fait. Ils veulent leur autonomie, et ils veulent enrichir. On ne peut pas les croire. Pardon ? On ne peut pas les croire. Non, on ne les croit pas. Et en plus, j'écoutais avec intérêt l'un de vos intervenants, une Iranienne, je crois, qui disait que mais mentir à un occidental, c'est pas mentir en fait. C'est dissimulé. C'est dissimulé. Ouais, on ne dit pas. Négocier. Alors, je parle entre guillemets, c'est ce que j'ai écouté, mais je vais dire c'est cette notion que le discours, la parole n'est pas tout à fait la même que celle d'autres pays. C'était assez intéressant. Donc oui, il balade les Occidentaux, à mon sens, depuis 30 ans sur le nucléaire. En revanche, c'est vrai qu'il faudrait peut-être faire quelque chose. Et donc Trump là, il est un peu coincé parce que il a amené toutes les forces militaires, son armada. Mais en fait, on parle des armadas parce que c'est un peu spectaculaire, parce qu'on les voit. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est tout ce qui a été déployé sur les bases américaines ou bases alliées dans la zone. Il y a beaucoup d'appareils de combat, des avions ravitailleurs, des avions de reconnaissance, des avions radars. Donc, il s'est donné vraiment les moyens de toutes les options. Et pour l'instant, l'hypothèse d'une campagne longue d'attaque systématique sur tous les objectifs d'intérêt militaire, c'est vraiment quelque chose qui est pris au sérieux parce qu'il y a tous les ingrédients pour le faire. Mais c'est vrai qu'il y a un frein politique, évidemment, sur les pays en face. Les Émiratis n'ont aucune envie de se prendre des missiles balistiques ou des attaques de drones sur leur territoire. Même chose côté saoudien. Les Qataris comprennent parce qu'ils sont plus impliqués. Je pense pas, dans tous les cas, quand même, qu'il y a un de ces pays-là qui refuse l'utilisation de ces bases aux Américains. Je le vois mal. Oui, ce serait plutôt un refus officiel, et puis dans les faits, les choses pourraient être différentes. Ce qui limite quand même l'opération, une opération très longue, c'est qu'il y a notamment le porte-avions Gerald Ford qui est en mer depuis maintenant juin dernier. Que ça commence à faire long pour les marins de bord. Ils ont aussi des petits soucis logistiques. Ils sont pour l'instant en Crète. Et puis c'est ce que soulignait le chef d'état-major Kane, qu'il n'est pas assuré qu'en termes de munitions, les États-Unis soient assez dotés. Alors je me tourne vers vous pour savoir ce que vous en pensez également, mais oui, ça paraît un peu étonnant, Général Ducard. Alors, c'est très relatif, on parlait des munitions françaises ou munitions américaines. Ce sont eux qui ont le plus de munitions dans le monde, que les choses soient claires. Par contre, ils en ont amené assez dans le cadre d'une campagne extrêmement longue, parce que c'est ça qui pourrait se dessiner avec des objectifs. En fait, je rappelle toujours que quand on fait une campagne comme ça, il faut que les objectifs politiques soient extrêmement clairs
et du coup les objectifs militaires soient dans la foulée. Je me souviens de la guerre du Golfe. Il y avait une décision politique pour la première fois presque universelle, parce que le Conseil de sécurité de l'ONU, donc les 5 membres permanents, avait acté le fait que on fixait un ultimatum à Saddam Hussein pour qu'il retire ses troupes du Koweït. Et il n'a pas respecté ça. Et là, il y avait mandat, donc, à une coalition d'idées par les Américains. Donc, le mandat politique était extrêmement clair. Le but, c'était sortir les troupes irakiennes du Koweït. Les troupes irakiennes du Koweït. Le mandat était parfaitement clair. Les objectifs militaires, la consigne qu'avait reçue le général Schwarzkopf à l'époque de Bush père, qui n'est pas du tout Bush fils, et dit la consigne est extrêmement simple, win, tu gagnes. Rien d'autre. Et donc, tu te débrouilles. Et en fait, voilà, c'est des choses, plus les objectifs sont clairs. Là, ça paraît plus compliqué, là. Parce que, ça fait un petit moment quand même clair. C'est pour ça qu'il faut un listing extrêmement clair de ce Non, mais je ne sais même pas si dans la tête des Américains, c'est très clair. Faire tomber le régime, la réponse c'est non. Enfin, c'est pas possible de faire tomber le régime en l'état. C'est un grand pays. Ce sont des structures pyramidales posées les unes à côté des autres. Il y a un pouvoir en silo quand même en Iran. Il y a un pouvoir religieux, il y a un pouvoir civil, il y a un pouvoir militaire, etc. Bon, enfin, on se pose quand même la question. On se dit tiens, ils sont partis faire des ronds dans l'eau là, mais pourquoi, Claire ? L'objectif premier, il n'est malheureusement pas pour la population, mais pour s'attaquer au programme nucléaire iranien. C'est quand même ce qui est affiché très publiquement. Et c'est d'ailleurs... La menace balistique aussi, limiter la menace balistique. Mais les Israéliens l'ont assez exprimé. Ils craignent tout de même que les Américains, que Donald Trump ne privilégient que le programme nucléaire et ne se pose que là-dessus. Et donc du coup, oublie les autres aspects. En tout cas, on a bien compris Donald Trump en l'écoutant hier qu'il laissait quand même sa chance à la diplomatie. On verra ce que ça donne demain à Genève avec ces nouveaux pourparlers entre les Iraniens et les Américains. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à Xavier aussi, Xavier Bordan, depuis donc Oman, d'avoir participé à cette analyse des derniers propos de Donald Trump qui, on a bien compris, préparait sa population à une éventuelle intervention militaire en Iran. On se retrouve dans un instant. Rien à voir comme sujet. Non, on va se poser des questions sur l'âge. Oui. C'est pas quel âge vous avez. Moi, je ne demande jamais son âge à une dame. Moi, j'ai beaucoup plus de 45 ans. Et il paraît que dès 45 ans, on est considéré comme des seniors. Trop vieux pour bosser. Bon, j'ai fait un petit peu plus de 20 ans de rab. Voilà, je vous donne une indication. À tout de suite. C'est à peu près quel âge vous avez. À tout de voilà. Alors, bonjour Isabelle Saporta, bonjour Renaud Pila. Bonjour à tous. Voilà, les présentations sont faites. 45 ans, trop vieux pour bosser. Alors, on est tous à peu près concernés, sauf Magali. Oui. Isabelle aussi. Isabelle, autour de 45 ans. Oui, non, mais moi, je retrouve plus de travail, là. J'ai compris mon... 12 ans d'âge mental. 2 stagiaires. 2 stagiaires. Renaud Pila, toute petite, entre 40 et 50 ans. Tout à fait. Dire, et à peu près aussi 12 ans d'âge mental. Absolument. À certains moments de l'émission. Absolument. Bon. Sondage Opinionway Indeed, exclusive. Les candidats expérimentés, ça coûte plus cher, évidemment. Mais vous allez voir, je vais vous le dire peut-être de façon un peu plus agressive tout à l'heure, les patrons vont devoir peut-être faire l'inventaire de la ressource disponible. Comme il va manquer des actifs en France, chers amis patrons, eh bien, vous serez obligés d'employer des seniors. Enfin, ce que vous appelez des seniors, c'est-à-dire des gens de plus de 45 ans. Ça me fait rigoler. Eh ben, notre invité pourra répondre à vos questions. Jean-Mathieu Delacour est avec nous. Bonjour, président national de la Fédération des très petites entreprises. On va vous écouter dans un instant et vous allez nous dire, vous positionnez, parce qu'il y a 2 chiffres qui ont retenu notre attention aujourd'hui. C'est 95% des patrons qui estiment que l'expérience des seniors est un atout pour la performance des entreprises, 95%, donc c'est quasiment tous les patrons. Mais d'un autre côté, ils sont quand même une majorité, 54%, à estimer que ces salariés de plus de 45 ans représentent davantage de contraintes que d'opportunités. On est allé à la rencontre d'une entreprise qui, elle, mise sur les seniors. Regardez ce reportage à Reims de Claire Exkerli avec Vincent Rucli. Transmettre son savoir-faire aux plus jeunes. Voilà ce qui a incité Jean-Marc, 61 ans, à reprendre son travail après avoir pris sa retraite il y a 2 ans. On m'a toujours aidé et c'est mon devoir d'aider les jeunes à leur faire découvrir le métier.
Une passion pour Jean-Marc et une expérience précieuse pour son entreprise. Pour de nombreuses années, pour acquérir des compétences, on a 25 jeunes sur 200 salariés, donc on a besoin de les former. Et là, on a tout l'intérêt justement du savoir-faire de nos anciens qui ont 35, 40 ans de carrière dans les métiers du bâtiment. Et une main-d'œuvre supplémentaire dans un secteur où les nouvelles recrues font défaut. Cette autre entreprise emploie 200 salariés. 40 d'entre eux sont en âge de partir à la retraite comme Pascal. Lui a préféré retarder son départ pour des raisons économiques. J'ai beaucoup de travaux encore à faire dans ma maison et puis j'ai besoin d'argent et je suis obligé de travailler. C'est pas que la retraite, le salaire sera moins haut. Donc je suis obligé de pousser pour continuer, pour gagner un peu plus. Tant que j'ai la santé, ça va. Mais employer des seniors représente aussi un risque pour les entreprises. Le danger pour un entrepreneur et un chef d'entreprise d'engager des gens de plus de 50 ans, eh bien, c'est ce risque éventuel d'inaptitude qui fait que c'est l'entreprise qui prend le risque d'un éventuel licenciement. Des licenciements qui représentent un coût élevé pour les entreprises. Alors l'objectif est de garder les seniors en bonne santé. Pour cela, l'entreprise compte miser sur des postes aménagés et davantage robotisés. Bien, Isabelle, Renaud, les seniors, non, y compris au boulot, surtout au boulot. Écoutez, je vais faire mon maître Péri aujourd'hui, en fait. Moi, j'aimerais bien qu'on arrête de taper à longueur de temps sur les Français si les patrons veulent pas faire rentrer les jeunes dans le monde du travail et faire sortir les seniors, enfin seniors à 45 ans, merci, merci mais pas merci, le plus tôt possible. Ça veut dire que du coup, on travaille 20 ans en France, de 25 à 45 en fait, et puis le reste du temps, on est à la poubelle. Jusqu'à 65. On est d'accord. Donc il y a plus de jeunes, mais le peu qu'il y a, on les fait pas rentrer dans le monde du travail. Il y a de plus en plus de seniors et on les vire. Et on les vire pourquoi ? Parce que c'est trop cher. Et je vois en plus la petite musique là qui commence à se mettre en place, qui est, il faudrait qu'on soit aidés, qu'on ait des contrats aidés pour avoir des seniors. Vous savez quoi en fait ? Enfin, plus aidés qu'ils ne le sont encore. C'est ça qu'ils veulent. Franchement, là, moi, je trouve que les patrons, il faut qu'ils soient mis face à leurs responsabilités aussi. Renaud ? C'est un réel problème parce que l'enquête qu'on a vue est extrêmement contradictoire. La schizophrénie, disons. La schizophrénie, absolument. On a 80% qui considèrent que 95%, c'est un atout. C'est un atout pour la performance. Très bien. Donc ça, on est dans ce type d'enquête d'opinion, dans ce qu'on appelle la question évidente. Ouais. Est-ce qu'il y a trop d'impôts ? 90%. Est-ce que ceci, est-ce que cela ? En revanche, lorsque vous arrivez à la question réelle, c'est-à-dire est-ce que il y a des contraintes ? Et ben là, vous arrivez effectivement à une majorité de chefs d'entreprise qui considèrent que c'est une contrainte. Et là où je suis inquiet, et je suis désolé, je n'ai aucune réponse à cette inquiétude et d'évolution, c'est que premièrement, effectivement, après 55 ans, tous autour de nous, on voit des tas de métiers où on vous pousse à la porte, très clairement. À partir de 50, 56 ans, 57 ans, vous avez des missions de moins en moins importantes. Lorsque vous êtes commerciaux, on vous donne des territoires finalement un peu les moins profitables, les moins profitables, et surtout. Autre point qui est majeur, et ça qui est une bascule, c'est l'arrivée de l'intelligence artificielle. C'est l'arrivée de Vous n'avez même pas besoin de ça comme excuse. C'est l'arrivée de toutes les nouvelles technologies. Je vais vous dire un truc, vous avez raison, mais ils n'avaient même pas besoin de ça comme excuse. Et moi, ce que je trouve délirant, c'est au fond, on fait société ou on fait pas société. Il y a un moment, c'est pas possible qu'il n'y ait pas une responsabilisation. Surtout quand ils disent il faut reculer l'âge de la retraite. Ça sert à quoi qu'on recule l'âge de la retraite si c'est pour foutre les gens dehors à 45 ans en fait ? Non, mais vous avez raison, mais aujourd'hui, on a désormais des pans entiers de l'économie qui sont accrochés au progrès technique, à la révolution violente des nouvelles technologies, intelligence artificielle, réseaux sociaux, nouvelles formes de travail. Et vous avez aujourd'hui des chefs d'entreprise, notamment de moins de 40 ans, qui disent, alors, faut former les jeunes, effectivement, mais aujourd'hui, ceux qui ont plus de 50, 55 ans, dans mon entreprise, ils sont un peu largués. Mais c'est pas vrai. Ils sont un peu largués parce qu'il y a un manque de formation, parce que la formation, ça coûte cher. Moi, je pense à l'inverse que l'IA menace les juniors. Pas les seniors. Vous parliez du commercial. Le commercial, le type qui a 20 ans, 25 ans de boîte, il a la mémoire, l'histoire de la boîte. Il connaît les clients, il y a une relation. Enfin, le commerce, c'est pas simplement des factures qu'on s'envoie. C'est aussi une relation très fortement incarnée. Et là, le senior, mais il a un avantage absolument décisif sur le junior. Le junior, il arrive, il sait pas faire grand-chose, à vrai dire. Voilà mon point de vue. Alors, Jean-Mathieu Delacour va pouvoir... Pas 3 fois, mais 2 fois. Participer à ce débat. Qu'en pensez-vous ? Employer des seniors, pour vous, c'est un atout ou au contraire, c'est synonyme de désavantage ?
Oui, bonjour à tous. Bonjour. Alors effectivement, on est dans une société qui est vraiment très ambivalente, dans le sens où soit on est trop jeune, on n'a pas assez d'expérience et beaucoup d'employeurs ne vous veulent pas, soit on est trop vieux et donc on coûte trop cher. Donc effectivement, c'est souvent le cas. Maintenant, la majorité des chefs d'entreprise réellement voient les contraintes, je pense plus budgétaires et financières, c'est les retours que j'ai. C'est-à-dire que évidemment, dès qu'on a plus de 40, 45, 50 ans, on a beaucoup d'expérience, donc c'est un gros avantage pour l'entreprise. Par contre, évidemment, on coûte plus cher parce que l'expérience se paye. Monsieur Delacour, pardon, je vous interromps. Mais attendez, Monsieur Delacour, je vous interromps. Vous voulez quoi ? Vous voulez des types expérimentés que vous allez payer comme des jeunes. Enfin, je comprends pas ce raisonnement. Bah oui, c'est ça qu'il veut. Un type qui a de l'expérience, il est productif. Enfin, oui, excusez-moi, ce sont les contraintes économiques. À l'heure actuelle, on est, je pense, tous d'accord pour dire qu'on n'est pas dans une économie qui est très florissante à l'heure actuelle par rapport aux contraintes budgétaires, par rapport à... On est le pays le plus taxé sur les chefs d'entreprise. Donc, les charges salariales, les charges patronales, les CSG, enfin, tous les impôts et les taxes qui sont dessus. Et évidemment, il y en a beaucoup. Ils recrutent des jeunes simplement parce que ça leur coûte moins cher. Alors oui, il y a des contraintes parce que il faut les former. Ils vont être productifs bien après et pas obligatoirement tout de suite. Je pense que les chefs d'entreprise, on est à un tournant à l'heure actuelle. Je pense qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise, en tout cas sur les TPE, PME, qui changent leur fusil d'épaule et qui vont sur du recrutement, ce qu'on appelle de seniors. Alors pour moi, à 45 ans, je ne pense pas qu'on soit obligatoirement senior. Là aussi, on a beaucoup d'expérience et surtout, il y a aussi un rôle de transmission. Et il y a un conflit de génération, c'est-à-dire que depuis 10 ans, la valeur travail a totalement changé. La valeur travail sur les nouvelles générations n'est plus du tout la valeur travail des personnes qui ont 45, 50 ans. C'est-à-dire, ils veulent plus bosser. Non, mais juste sur la valeur travail. Ils veulent plus bosser, les jeunes? Ah, pas du tout. C'est que si vous leur mettez pas les nouvelles générations... Alors attention, la nouvelle génération sont très engagées. Donc ça, c'est un point très positif. Par contre, la valeur travail n'est pas du tout la même. Ils prennent... C'est une priorité pour eux, en dehors du travail, leur vie personnelle, leur hobby. Alors après, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, je ne donnerai pas mon jugement, mais la seule chose, c'est que la valeur travail est vraiment totalement différente de notre époque. On part à 17h30, 18h. Et donc, d'avoir une stabilité plus importante avec des soi-disant seniors, des 45-50 ans, ça offre beaucoup plus de stabilité aux chefs d'entreprise. Mais Monsieur Delacour, je vais vous dire un truc. Monsieur Delacour, je vais vous dire un truc, c'est que finalement, vous donnez raison aux jeunes qui veulent pas s'investir dans leur travail en foutant en l'air les vieux à partir de 45 ans. Enfin, d'ailleurs, les vieux de 45 ans, c'est-à-dire qu'autant vous dire que je suis une ultra vieille, hein. Et ça me va très bien. Mais c'est pas possible, en fait. Vous pouvez pas dire à la fois les jeunes, en fait, n'ont plus cette valeur, cette volonté d'investir dans le travail, mais en même temps, s'ils savent que leur date de péremption, vous savez quoi, elle va venir très vite et on sait pas pourquoi et à quel coin du bois, qu'est-ce que vous voulez que ça donne envie aux gens de travailler, en fait? Il y a un moment, vous devez être aussi comptable de la politique que vous avez vis-à-vis des gens que vous engagez. Vous ne voulez pas des jeunes parce qu'ils n'ont pas d'expérience, vous ne voulez pas des gens de plus de 45 ans parce qu'ils sont trop chers. Il y a un moment, et après, une fois qu'on vous donne des aides, soi-disant vous n'en voudriez pas parce que vous voudriez vous débrouiller tout seul, bon ben, le patronat a des responsabilités aussi, quoi. Oui, je vais affiner, c'est pas tout à fait ce que je dis, parce que lors des recrutements, vous n'avez pas du tout les mêmes questions et les mêmes réponses qu'il y a une vingtaine d'années. D'accord? Donc c'est pour ça, la nouvelle génération est très engagée et quand elle s'engage dans un travail, elle le fait très bien. Par contre, il faut leur donner un but à leurs actions, un but à leurs tâches. S'ils n'ont pas d'objectif et pas de but, ils seront beaucoup moins engagés. Maintenant, ça les dérange pas lors d'un recrutement de dire mais de toute façon, moi dans 1 an et demi, 2 ans, je veux arrêter parce que je veux partir faire le tour du monde pendant 6 mois. On le voit très régulièrement. La valeur travail est vraiment différente sur les nouvelles générations et on va dire les anciennes générations. Maintenant, chaque génération a ses avantages, a ses inconvénients.
mais je pense que les plus de 45 ans, normalement, ne devraient pas avoir de problème sur les prochaines années, malgré le fait que c'est beaucoup plus compliqué de retrouver un travail. Et je trouve ça dommage. Alors, merci, monsieur Delacour. Attendez, juste une seconde. On va donner la parole à Renaud Pilat. C'est vrai que vous évoquez un sujet, à mon avis, vous n'y couperez pas. L'hiver démographique. Vous voyez ce que c'est, l'hiver démographique? Il va manquer des bras dans ce pays pour bosser. Et d'un seul coup, vous allez voir que les patrons vont considérer les 45 ans non plus comme des seniors. Et comme des jeunes. Mais comme des gamins. Renaud. Dans 15-20 ans. Mais c'est vrai que concrètement, et vous en connaissez, on le connaît tous, c'est vrai qu'aujourd'hui, et malheureusement, le chômage repart à la hausse, notamment beaucoup chez les jeunes. Mais aujourd'hui, lorsque vous avez 54, 55, 56 ans et que vous tombez au chômage, vous ne retrouvez pas de boulot. C'est compliqué, oui. C'est dû à quoi, ça? Ouais. On regarde un cas concret pour la réponse de notre invité. C'est François-Xavier Ménage et Olivier Cresta qui avaient suivi justement une femme de 56 ans qui n'arrivait pas à retrouver un emploi. Écoutez. C'est dingue. Yvonne a 56 ans. Elle a repris des études à la fac dans le domaine du social pour muscler son CV, mais ça n'a pas suffi. Aujourd'hui, elle est au chômage. Quand vous envoyez par exemple 5 candidatures, combien répondent? On a 1 sur 5 qui répond. Pour un non, souvent c'est du négatif. Comme on ne me donne pas ma chance, voilà, je peux pas prouver ce que je vaux. Pour l'aider, elle fait appel à une association dont le but est de mettre en relation les seniors avec les chefs d'entreprise. Quand vous êtes senior, vous avez 3 fois moins de chances d'avoir un entretien d'embauche. On a une expérience, on a une expertise, et puis on se retrouve sur le banc de touche. Quand personne ne répond à vos sollicitations, qu'est-ce qui se passe après? On est découragé. Des fois, on n'a même plus envie d'enlever le CV. Sur son CV, justement, Yvonne ne mentionne plus son âge. Ce qui pourrait être un atout est encore trop souvent un handicap. Voilà donc un exemple concret. Effectivement, elle en est à venir au fait de mentir sur son âge pour enfin trouver un emploi alors qu'elle cherche activement, on le voit. Et donc, vous aviez une question précise. Oui, non, mais très courte. Des deux côtés de l'omelette, si je puis dire, on ment. Aujourd'hui, les jeunes, ils veulent bosser, ils arrivent, on leur dit désolé, vous n'avez pas 2 ans d'expérience. On n'a pas le temps de vous former, 2 ans d'expérience minimum. Et à 56, 56 ans, 57 ans, désolé. Comment on fait concrètement Jean-Mathieu Delacour, oui. Comment on fait concrètement? Alors, oui, concrètement, déjà, nous, on prône, et on l'a toujours fait au sein de la FTP. Alors, un petit problème de liaison. L'expérience est vraiment il faut la valoriser. Donc, il y a peut-être beaucoup de clichés qui sont toujours en cours. Et effectivement, c'est beaucoup plus compliqué à 50, 55 ans de retrouver un travail. Et c'est malheureux. Pourtant, au sein de nos entreprises, on a vraiment on recrute de tout âge. Maintenant, pour la jeunesse, il y avait quelque chose qui était très très bien, qui avait été mis en place et qui vient d'être arrêté. C'était les aides pour les alternances. L'apprentissage. Et ça, malheureusement, pour moi, c'est une catastrophe, simplement parce que l'alternance permet à la jeunesse de mettre un pied dans l'entreprise. Et ceux qui sont passés par l'alternance, en règle générale, les statistiques sont très fortes. Mais ça coûtait une fortune au pays. Ça nous coûtait une fortune. Toujours moins que ça coûte une fortune, l'apprentissage. Toujours moins que de fracasser. Non, mais je suis d'accord, mais on est en banqueroute et ça coûtait une fortune. Mais c'est un investissement sur l'avenir. Voilà, quand vous regardez l'Allemagne, l'alternance, ils ont ils ont pas le plein emploi, mais ils ont pas une zone économique qui est très radieuse. Et parce que c'est quelque chose qui se met sur du long terme. On regarde pas sur les 5-10 ans, on regarde sur les 20, 30, 40 prochaines années. Et c'est un investissement qui est très important. Mais moi, ce qui m'interpelle quand même... c'est le politique, à savoir où est-ce qu'ils veulent mettre l'argent. Mais peut-être un commentaire aussi économique au-delà de votre expérience à vous. Mais Pascal, peut-être vous pouvez y répondre. Pourquoi ailleurs le taux d'emploi des seniors en Europe est supérieur? Nous, on fait partie des mauvais élèves en France. Le taux d'emploi des seniors chez nous, c'est d'environ 60%. Donc il y a juste la Grèce, la Roumanie qui font mieux quasiment. La Belgique est à peu près comme nous. Contre 75% par exemple en Allemagne. On a une représentation de l'âge en France dans les entreprises qui est négative. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que dans les pays que vous évoquez, la valorisation des compétences, c'est un sujet absolument central. D'ailleurs, on ne parle pas. Moi, j'entends, Monsieur Delacour, je comprends très bien que les marges des entreprises sont réduites, sont étroites, que on cherche à faire des économies. En France, on a un coût du travail qui est très élevé. Ouais. Vous prenez le compte
centre d'exploitation d'une petite boîte dans laquelle il y a une forte intensité en main-d'œuvre, la dépense principale, c'est la main-d'œuvre. Et aujourd'hui, avec la guerre des prix de l'autre côté, parce que quand on produit cher, il faut pouvoir vendre un peu plus cher, la guerre des prix, elle fait descendre les marges et la trésorerie des entreprises. Donc je comprends parfaitement. Il faut d'ailleurs qu'on arrive, monsieur Delacour, les uns et les autres, à convaincre les Français que consommer français, ça coûtera peut-être un peu plus cher, mais que c'est seulement en consommant français qu'on fera baisser le chômage dans ce pays. Donc il faut choisir. Soit on a l'obsession du pouvoir d'achat, Magali, on veut payer toujours moins cher. Le consommateur ou le citoyen. Ou soit on pense aux citoyens et aux salariés. Absolument. Merci beaucoup. Merci Jean-Mathieu Delacour d'avoir participé à ce débat. L'emploi en France, il en sera sans doute question vendredi soir sur LCI. Jordan Bardella est l'invité exceptionnel de notre chaîne avec Margot Haddad qui pourra interviewer le président du Rassemblement National en compagnie de Christophe Barbier, et Thierry Breton interviendra au cours de la soirée. Événement à ne pas manquer, bien évidemment. En attendant, vous restez sur LCI parce que notre émission à nous, elle continue quand même. On va parler d'un... Est-ce qu'on peut dire cocorico, tiens, avec la France, qui décroche une 4e place. Excellente nouvelle. Et là, c'est pas la médaille en chocolat, on peut s'en réjouir. Oui. Les investissements industriels en France sont importants. On est juste derrière les États-Unis, la Chine et l'Inde. C'est quand même des mastodontes. On peut peut-être s'en réjouir. À tout de suite. La France ne va pas si mal. Non, mais... On peut le répéter tous les jours sur ce plateau. Oui. On peut dire vive la France quand même de temps en temps. Mais dites-le plus fort, j'ai pas entendu. Vive la France, sans passer pour des chauvins. On s'adosse à des choses sérieuses. C'est bien d'être chauvin, d'être patriote. Patriote, oui, absolument. Pas mal, non? Les Américains, ils sont fiers d'être patriotes. Oui, le mot a été un peu préempté, mais... dépréemptons-le. Exactement. Avec cette étude Trendéo McKinsey sur l'investissement industriel dans le monde qui montre que la France est 4e. Alors il y a les grands pays là qui attirent évidemment les investisseurs. La croissance industrielle, c'est... essentiellement les États-Unis, l'Inde, et puis il y en a un 3e la Chine. Qui m'échappe, oui, la Chine, bien sûr, et la France est 4e. Alors attention, ce sont beaucoup des projets de data center. C'est-à-dire que c'est pas l'industrie. D'ailleurs, c'est un bon débat qu'on devrait avoir. Comment est-ce qu'on perçoit l'industrie dans ce pays? Si on la perçoit comme au 19e siècle, et c'est souvent le cas, on passe à côté du sujet. C'est pas Émile Zola, c'est Elon Musk, Parce qu'on l'aperçoit comme ça. Oui, on l'aperçoit comme ça. Pourquoi j'en parle, Renaud? Faisons une enquête d'opinion, un sondage, pour savoir quel est le pourcentage de Français qui savent ce que c'est qu'un data center. Non. Que là, non. Bon. Vous voulez qu'on commence par présenter ce qu'est un data center? Oui. Un data center, c'est une grosse boîte. Enfin bon, on regarde. Alors, effectivement, c'est un énorme centre de données pour tout ce qui est intelligence artificielle, notamment. Regardez ce reportage en région parisienne de Marielle Camus. Enfouis dans le noir, vos données ne dorment jamais. Des mails, photos, coordonnées bancaires, l'infinité d'Internet, retenues dans cette ovni d'architecture aux portes de Paris. À l'intérieur de ces espaces, vous avez des baies informatiques. Dans les baies informatiques, nos clients amènent leur plateforme informatique pour que vous puissiez consulter votre compte bancaire, appeler quelqu'un sur un téléphone mobile. C'est donc dans ces baies que fourmille toute notre vie numérique. 630 000 serveurs, reliés par 5000 km de câblage. L'un des clients, un gestionnaire de données pour entreprises, accepte de nous conduire dans ces installations. Voici la Meet Me Room, le carrefour numérique, là où tous les câbles, toutes les fibres des baies du data center se rejoignent. Et ce que vous voyez ici, c'est un nœud de raccordement en fibre optique. Et il vaut mieux ne faire aucun geste brusque. Là, si moi je déconnecte, par exemple, ce lien-là avec ce lien-là, si ça se trouve, j'ai déconnecté la bourse française ou de New York. Sur le toit culminent les centaines de rangées de climatisation, le nerf du data center. De la même façon que vous régulez votre réfrigérateur pour avoir toujours 4 degrés à l'intérieur, et de la même façon, on va réguler, nous, pour avoir toujours 24 degrés sur les faces avant des machines qu'on doit refroidir. Et ce n'est pas tout. L'édifice entier mobilise 130 mégawatts d'électricité pour tourner. On est beaucoup plus proche du pilotage d'une centrale nucléaire que d'un entrepôt logistique. Et ces centres pullulent. 35 verront le jour en France dans les prochaines années. Plus nombreux, plus gros et voraces en énergie, pour répondre aux clics, aux besoins de l'IA, pour un monde numérique où tout va toujours plus vite. C'est ça aussi l'industrie.
Enfin, on se dit, c'est pas ça l'industrie. Il est excellent, souvent. Ce reportage. Mais le reportage est passionnant. Ouais. Mais si, c'est ça l'industrie d'aujourd'hui. C'est l'infrastructure. Vous voyez ce que vous avez vu là, ces tuyaux qui transportent des données, des milliards de données, c'est l'équivalent des routes du 19e siècle et des autoroutes du 20e siècle. C'est ce qui produit la valeur ajoutée dans l'industrie aujourd'hui. Et donc on est 4e. Oui. En tout cas, les investisseurs choisissent aussi la France, malgré tout ce qu'on dit, le contexte politique, les impôts. Et donc, on est 4e au monde. Non, mais c'est super et je trouve que effectivement l'étude est très intéressante parce qu'on voit que c'est effectivement sur les data centers, que c'est très vraiment sur ce qu'il y a de plus moderne. Moi, ce que j'ai trouvé vraiment spécialement intéressant dans cette enquête, c'est au fond que l'Europe n'est pas patriote. C'est-à-dire qu'on voit que les Américains, qui sont les premiers, investissent massivement aux États-Unis, très massivement aux États-Unis. Donc ils sont là, ils croient en leur pays, ils sont derrière. Les Européens n'investissent pas en Europe. Oui. C'est quand même un truc de dingue. C'est-à-dire qu'on se retrouve aujourd'hui en France avec des investissements plutôt hors Europe qui arrivent jusqu'à nous. On peut s'en réjouir, hein. Merveilleux que l'Inde, la Chine aient envie d'investir chez nous, formidable. Mais quand même, il y a quelque chose qui dysfonctionne dans cette Europe pour qu'on soit pas capable de croire en nous un minimum, pour croire au moins en notre industrie. Est-ce que je peux me permettre juste une remarque ? Ouais, même deux, hein. Non, Michelin, par exemple, est déjà très solide en France. On prend une industrie qui est une vieille industrie, début du XXe siècle, qui a beaucoup évolué. Michelin est très solide en France. Mais Michelin est à la conquête des marchés du monde. Si Michelin n'était pas en Chine, au Brésil, aux États-Unis, ces marchés internationaux seraient perdus. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire, Isabelle ? Je vous dis pas le contraire. Je vous dis juste que est-ce que on peut pas investir. Prenons un exemple concret, Maître Perry. Prenons l'exemple du SCAF. Donc cet avion normalement franco-allemand dont on sent qu'on est en train d'organiser l'enterrement. Industrielle. Oui, mais d'accord. Mais enfin, ça raconte beaucoup de choses cette mésentente industrielle. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable de faire aujourd'hui au fond une joint venture Mélanie, Macron, Merz pour l'industrie de l'armement, se lancer, y aller. Non, parce que ça va être ça aussi l'industrie de demain. Ce sera aussi l'industrie de l'armement. Mais dans l'étude, effectivement, est pointé du doigt le fait que l'Europe n'arrive pas à mettre en place sa préférence européenne. C'est dingue, hein. Il y a de quoi se taper la tête contre les murs. Alors que sur le continent, quand on prend juste à l'échelle des continents, c'est-à-dire que les États-Unis arrivent en premier dans ces investissements. Deuxième, c'est l'Europe, l'Union européenne, donc portée par les investissements qui sont faits en France. Oui, mais alors. On se dit que si on choisissait européen, vous imaginez premier. Non, bien sûr, mais premier. Elle a raison, Magali. Bien sûr, je reviens juste au thème là, parce que le thème c'était que la France, vous êtes totalement partie du thème là. Pas du tout. J'essaie de respecter les thèmes. La question, est-ce que la France. Non, mais elle a dit si c'était ça, on serait premier. Non, mais quel faillot. Si vous avez effectivement une France qui est si attractive dans l'étude, et c'est une très bonne nouvelle, c'est parce qu'effectivement, lorsque vous êtes un groupe étranger et que vous regardez les différentes places, comme on dit en économie ou en finance, les différentes places où vous voulez investir, eh bien la France, vous avez une qualité des infrastructures qui est très bonne, vous avez une qualité de l'école, l'éducation. Alors après, vous trouvez, vous ? Non, alors attendez, j'allais dire. Après les étrangers, on repassera les jours où il dit du mal de l'école. Non, j'allais dire. Après, les étrangers sont pas forcément vraiment au courant. On leur dit pas tout. Non, mais on leur dit pas tout. On dit pas forcément non, mais c'est vrai. On a l'image d'une éducation qui est bonne. Après, effectivement, un cadre australien, un salarié, je ne sais pas, du bout du monde, américain, du Sénégal, de n'importe. Il vient en France, bon, peut-être qu'il se dit, je vais mettre de temps en temps mes enfants dans le privé, comme on le voit beaucoup, malheureusement. Mais sinon, les infrastructures, l'école, la santé, le bien vivre, la gastronomie, la beauté de nos paysages, c'est très important pour investir. Mais tout ça, c'est la carte postale. Moi, je vais vous dire exactement. Mais nous, en interne, notre industrie propre, elle est, et vous l'avez toujours dit, Pascal, beaucoup trop faible, parce que nous avons désindustrialisé depuis 40 ans. Oui, mais vous savez ce qui fait venir les étrangers en France, c'est effectivement, comme vous le dites, la qualité des infrastructures. C'est aussi le climat pro-business. Oui. Alors, on tire à boulet rouge sur le président de la République. Merci Macron, bien sûr. De temps en temps, il faut dire merci Macron, parce que, effectivement, c'est lui qui y a quand même contribué. Et puis, il y a un troisième élément central. Sur 2017-2019. Une énergie bon marché décarbonée. Oui. Croyez-moi, parce que ce que vous avez vu là... C'est ça que vous voulez dire ? Oui, le nucléaire. Ce que vous avez vu là,
les data centers, c'est une pompe à énergie. C'est un gouffre. En réalité, c'est un gouffre à énergie. Et donc, on vient... Pourquoi est-ce que les industriels allemands foutent le camp de la Ruhr pour aller s'installer aux États-Unis? Parce que l'énergie coûte pas cher. Si les gens viennent chez nous, c'est qu'on a de l'énergie abondante et plutôt décarbonée. Et la qualité de la main-d'œuvre, ça fait partie ou pas? Bien sûr. La qualité. Oui, alors attendez. Aux États-Unis, ils en manquent. Et ils en manquent. La première fois, ils ont 40% plus de demandes d'emplois industriels que d'emplois vraiment. Ils sont en train de former des gens. On aura un entrepreneur français installé aux États-Unis. Tiens, on refera ce thème-là avec lui. Il sera en direct depuis New York. Il est très pro-américain. Il est très pro-américain. Très pro-américain. Malheureusement, alors on verra ce qu'il nous dit. Malheureusement, la qualité de la main-d'œuvre, c'est en train de basculer. Malheureusement, une partie de la main-d'œuvre française n'est plus assez employable, comme on dit, qualifiée, mais on en reparlera tout à l'heure. Et j'ai des exemples. J'ai des exemples très concrets. Ne parlez pas sur ma voix. Monsieur Pila vient avec des exemples. S'il vous plaît, Madame Saporta, écoutez-le. On en reparlera donc au cours de l'émission. On reviendra sur ce thème. En attendant, on fait une courte pause. On revient dans un instant parce que ces départements sinistrés, vous le savez, par ces jours et ces jours de pluie, c'est exceptionnel en France. On n'avait jamais connu ça, des semaines de pluie ininterrompues avec ces conséquences-là, ces inondations. Eh bien, ça y est, le gouvernement vient de décréter l'état de catastrophe naturelle pour près de 300 communes. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Là aussi, on aura un maire en direct avec nous qui nous dira ce que ça peut représenter pour ces habitants-là qui attendaient donc cette décision de l'État. Tout de suite. Bien, nous vous l'annonçons depuis quelques jours, la décrue dans l'ouest de la France met 300 communes, enfin un peu de choses près, 300 communes en situation de catastrophe naturelle. Nous avons consulté le site du ministère de l'Intérieur ce matin, regardez ces chiffres, 371 demandes, Magali, de classement, ce sont des communes. 294 avis favorables, et puis il y a 77 dossiers qui ont été ajournés. Alors, ça ne veut pas dire que ils ne seront jamais réouverts, mais pour le moment, ça n'est pas le cas. Alors, on va essayer de comprendre quels sont les avantages. Enfin, j'utilise ce mot avec beaucoup de précaution, évidemment. Quels sont les quelques avantages qu'on peut tirer de ce classement en catastrophe naturelle quand on a été pendant des jours et des jours inondé, notamment auprès des assurances. Oui, on verra ça concrètement avec le maire de Saintes qui sera en direct avec nous et notre journaliste qui est là-bas, qui pourra nous en parler. Mais d'abord, regardez les conséquences concrètes de jours et des jours de pluie diluvienne et d'inondations. Eh bien, c'est que certains sont privés d'eau potable et par endroits, ça dure depuis une semaine. Regardez ce reportage d'Antoine Casabonne. Cela fait plus de 10 jours que la maison de Jean-Luc est totalement inondée. Donc là, ça a été la course à monter. Jour après jour, il a dû surélever ses biens comme cette tondeuse. 1,20 m d'eau recouvre le sol. Les dégâts sont les mêmes à l'intérieur. Mais l'eau est montée là, donc ça veut dire que ce meuble, il est pratiquement fichu. Et désormais, l'humidité s'infiltre durablement dans son domicile. C'est une odeur un petit peu qui commence à moisir maintenant, parce que l'eau est stagnante. En plus, c'est de l'eau qui est issue en partie de l'assainissement. La décrue de la Charente a beau être amorcée, les habitants du hameau de Jarnouzeau, à Saint-Laurent-de-Cognac, sont loin d'en avoir fini avec les inondations, avec aussi le sentiment d'avoir été oubliés. J'ai vu une voiture de gendarme tourner, puis parti. Enfin bon, je trouve qu'on est bien seul. Tout ce que j'ai à dire. Ouais, c'est sûr, ça on est seul, fatigué et démoralisé, ça c'est sûr. Selon eux, ni les pompiers ni les forces de l'ordre ne les ont soutenus. On s'est entraidés entre nous pour monter les meubles au maximum, mais il y a un moment où on pouvait plus quoi. Comment vous expliquez que vous n'ayez pas été aidé? Je comprends pas. Parce que on a appelé 3 fois les pompiers, 3 fois ils nous ont décliné le raid. L'électricité a été coupée pendant plusieurs jours. Et dans ce quartier, plus d'eau potable depuis une semaine. Ouais, l'eau du robinet, malheureusement, voilà. Toujours pas. Dominique a reçu 4 packs d'eau, démoralisé par cet inconfort. C'est juste. Très juste. Mais bon. Parce que non, il y a la douche, il y a les toilettes. La coupure d'eau potable a été causée par une fuite d'eau dans cette rue. Et tant qu'elle reste inondée, impossible de faire les réparations. Ça dure depuis une semaine et ça va durer encore. Vous imaginez un peu la galère. C'est ça aussi les effets concrets de ces inondations qui durent. On va maintenant se rendre à Saintes, en Charente-Maritime, rejoindre notre équipe sur place, Suzy Bernard-Médéguz et Olivier Martin. Vous êtes sur place, vous, depuis plusieurs jours et on le voit, cette décrue, grâce à vos images, au fur et à mesure.
Mais l'actualité, c'est aussi donc cette reconnaissance d'état de catastrophe naturelle. Est-ce que vous avez senti les habitants soulagés ? Tout à fait, on a pu échanger avec certains habitants que nous avons rencontrés ce matin. Ils sont tous soulagés parce que ils savent qu'avec cette reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, eh bien, ils vont pouvoir être indemnisés. Leurs assurances vont pouvoir prendre en charge les dégâts qui sont souvent très conséquents. On a vu, et vous l'avez peut-être aussi vu, des images impressionnantes de maisons sous les eaux. Alors les gens ont dû être relogés, ils ont perdu des meubles, ils ont perdu des biens. Et au moins, avec cette reconnaissance, eh bien, ils vont pouvoir être indemnisés. C'est une bonne nouvelle. Autre bonne nouvelle de la journée ici à Saintes, c'est cette décrue qui est certes très lente, mais qui au moins s'amorce avec plus de 30 cm qui ont déjà baissé depuis ce week-end, puisque on le rappelle, l'eau avait atteint près de 6,55 m ce week-end, la crue avait atteint près de 6,55 m ici à Saintes. Et puis voilà, un petit peu de soleil aussi, ça réchauffe un peu les cœurs des habitants qui, on a échangé avec eux, étaient toujours assez résilients, mais on sait que le moral était un petit peu plus bas. Alors voilà, le soleil et puis cette reconnaissance de catastrophe naturelle permet de garder et de remonter un petit peu le moral aux habitants de Saintes. Merci beaucoup Suzy, merci beaucoup. Alors je sais que vous n'êtes pas loin du maire de Saintes, peut-être que vous allez pouvoir lui demander de répondre à nos questions dans un instant, parce qu'on verra concrètement lui aussi comment il accueille cette nouvelle. Donc le gouvernement qui reconnaît cet état de catastrophe naturelle pour quasiment 300 communes, dont Saintes. On a pas mal de questions à lui poser. Pascal. Alors, en 2 mots, le régime indemnitaire dans le cas du classement de catastrophe naturelle est à peu près celui que vous avez souscrit. La différence, c'est que, d'abord, c'est le principe de la solidarité nationale qui s'impose pratiquement sur le principe assurantiel. Pas ou peu de franchise. Alors, il restera toujours une petite franchise, 380 à 1520 €. Une indemnisation dans les 3 mois de mémoire, avec éventuellement un précompte, enfin un acompte, si vous voulez, qui peut vous être versé. Est-ce que aujourd'hui, vous pensez que c'est suffisant, Renaud, Isabelle ? Les catastrophes naturelles, selon les experts, ayant tendance normalement à se multiplier dans les années et dans les décennies qui viennent, je pense qu'il va devoir y avoir une réflexion, mais si possible transpartisane, entre les différents partis politiques des élus locaux. Parce que les élus locaux, on rappelle que sur le terrain, ils s'entendent très bien, alors qu'à l'Assemblée, quand ils sont pas du même parti, ils se battent, alors que localement, ils ont les mêmes intérêts, pour essayer de voir si effectivement l'état de catastrophe naturelle ne permet pas d'assainir et surtout de prévenir plus, parce qu'on voit qu'il y a des zones qui sont inondées d'une année après l'autre. Oui, il faut peut-être l'éviter, ça. Non, c'est ça la réflexion. Plus de moyens pour l'éviter, pas seulement pour réparer, mais pour l'éviter. Et ça, me semble-t-il, ça demande une réflexion. C'est peut-être dans un débat de campagne présidentielle. Il faut parler, pour le coup, du changement climatique, en tout cas des climats extrêmes. C'est un vieux sujet. Repenser l'aménagement du territoire. C'est un sujet qu'on avait complètement oublié. Hein. Ouais, mais c'est un mot qui fait fuir, aménagement du territoire. Maintenant, c'est où est-ce qu'on vit ? Où est-ce qu'on va vivre ? Non, mais ce que je trouve très intéressant là-dedans, c'est qu'au fond, aujourd'hui, on sait qu'il y a à peu près 5000 maisons qui sont directement menacées par la montée des eaux, par l'érosion des côtes, par les inondations à venir. C'est énorme. Et ce qui est ahurissant, c'est qu'au fond, on vit sur ce réchauffement, ce dérèglement climatique, en encaissant de plus en plus des méga-feux, des méga-pluies, des méga-inondations. Là, ce sera aussi. Méga-sécheresse. Ouais. Là, on va avoir plus de 3 milliards de frais collectifs, et on anticipe rien. C'est-à-dire, on va mettre ces 3 milliards pour relever des territoires inondés, mais on n'anticipe rien pour éviter que ça nous tombe dessus. Et là, où il y a une autre information qui, pour moi, est venue télescoper ça, c'est le surendettement des villes qui n'a jamais autant explosé que cette année. L'Institut Montaigne explique à quel point on est surendetté et qu'on n'aura pas un rond d'investissement. Et ben, vous savez quoi ? Il est temps d'assainir nos comptes, Maître Péry, ça va vous plaire, parce que c'est ça le combat de l'avenir, en fait. Et qu'avec des investissements de neuneux, là, c'est les municipales bientôt, et ben, on sera pas capable de faire face à ça. Et c'est ça, moins de gadgets. Moins de ronds-points et peut-être plus de ça. Un peu plus de digues, bien etc. sûr. Ben, on est avec un maire, le maire de Saintes, en direct avec nous, Bruno Draperon. Merci de prendre quelques minutes pour répondre à nos questions, alors qu'on sait que vous êtes encore, évidemment, sur tous les fronts avec cette décrue, ça y est, qui est amorcée. On l'a vu avec notre journaliste, mais qui prend du temps. D'abord, donc, cette reconnaissance d'état de catastrophe naturelle. Qu'est-ce que ça change concrètement pour votre ville ?
Ça change qu'on est sûr que les assurances vont jouer leur rôle et qu'il n'y aura pas de problématique dans la gestion du problème de contrat sur la suite de l'événement. Tout va être pris en charge par les assurances et c'est important pour nous qu'on ait cette reconnaissance de catastrophe naturelle. Et pour vos administrés, est-ce que vous mettez en place des conseils? Est-ce que vous les accompagnez dans ces démarches qui ne sont pas toujours très simples? Bien sûr, parce que ça devient compliqué. Vous avez subi la crue, donc il y a déjà un traumatisme. Donc on va mettre avec l'État un endroit dans la mairie où on va regrouper tous les assureurs pour qu'ils puissent rapidement prendre en charge les dossiers de nos sinistrés synthés. Et vous, alors là, vous avez entendu, monsieur le maire, on a un débat sur l'aménagement du territoire. Les mêmes causes produisent souvent les mêmes effets. S'il y avait un spécialiste météo, il vous expliquerait que l'an prochain, on a malheureusement toutes les chances, plutôt tous les risques, que la même situation se reproduise. Qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, par exemple à Saintes, parce qu'on a beaucoup montré les images de la ville de Saintes, qu'est-ce que vous pouvez faire pour éviter que ça ne se reproduise dans la mesure de vos moyens ? Eh bien, on y travaille déjà, puisqu'on a eu plusieurs crues, vous l'avez certainement dit, jusqu'en 21 et 23. Et depuis 23, on a été reconnu atelier du territoire par l'État. On a travaillé sur 1 an pour voir quelles étaient les solutions pour limiter l'impact. On va pas arrêter les crues, ça c'est vrai qu'on peut pas dire ça. Oui. Par contre, on peut limiter l'impact. Et on avait déjà programmé de faire 2 grands parkings perméables qui permettent d'encaisser des volumes d'eau importants pour l'infiltration. On va mettre en route. On avait prévu de refaire tout un quartier de la ville, un quartier qui est très impacté, pour faire des zones d'expansion de crues et améliorer les choses pour limiter l'impact, le niveau d'eau dans nos rues et donc dans nos maisons. Juste une question de curiosité, parce qu'on a vu les images. Il y a beaucoup de maisons qui sont toutes proches des zones qui sont inondées, de la rivière qui passe là. C'est la Charente, hein, c'est bien ça. Le fleuve Charente. C'est une rivière et pas un fleuve, si j'ai bonne mémoire. Est-ce que ces gens vont rester chez eux ? Alors c'est un fleuve. Hein. Alors oui, les gens vont pouvoir rester chez eux parce que de toute façon, on va améliorer la ville pour que les gens. Alors certaines maisons devront être écroulées, ça on en a conscience, mais on va pouvoir aussi refaire des choses pour que les gens puissent quand même, ce quartier puisse être reconditionné, mais qu'on puisse quand même y vivre. Et vous sentez parfois, quand vous expliquez à des habitants que malheureusement, à l'avenir, c'est plus possible d'habiter là où ils habitaient depuis des années, il y a certaines résistances ? Non, parce qu'en fait, j'ai de la chance d'être le maire de cette ville où les gens sont vraiment résilients, il y a une grande solidarité et on sait qu'il va falloir faire des choses. Donc il y a des habitants de ces rues-là qui savent qu'ils vont devoir laisser leur maison, qu'on va devoir les écrouler et on va les aider à s'installer autre part dans la ville, mais ces gens-là ne veulent pas quitter cette ville. Ne veulent pas quitter cette ville, oui. Renaud. Mais est-ce que, alors la question est difficile parce que j'imagine qu'on n'a pas forcément les réponses, mais est-ce que les experts ou vous-même ou les habitants, notamment les plus anciens, considère qu'il y a réellement une dégradation ces dernières années avec les changements extrêmes du climat qui nous ont annoncés, ou voilà, c'est le hasard, je dirais. Oui. Où vous ressentez vraiment, les plus anciens disent non, ça se dégrade. Les plus anciens nous rappellent la crue de 82, qui était une crue bien supérieure, mais il faut pas se mentir, on voit bien que le dérèglement climatique est là, et la récurrence des crues le prouve. On avait des grandes crues, c'était 82, 94, on pensait que 21 c'était une grande crue, qu'il n'y en avait pas d'autre immédiatement, mais on a eu 23 et 26. Oui. Donc on sent que c'est la récurrence des crues qui est plus importante maintenant. Monsieur le maire, est-ce que vous êtes armé pour tous ces investissements que vous devrez faire ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce que vous avez les moyens en fait de les faire ? Comment vous allez faire ça ? Comment vous allez les financer ? Ouais, on est une petite ville, 25 500 habitants, donc on n'a pas les moyens. Par contre, on a eu le déplacement d'un ministre, Mathieu Lefebvre, qui est venu nous voir pour nous dire que déjà, l'État il serait au rendez-vous des financements des 2 grands parkings perméables qui étaient prévus, et que comme on a été retenu à atelier du territoire, il est probable, enfin même certain, que l'État sera à nos côtés. L'État, moi je dois le dire, l'État est présent à nos côtés depuis le début de l'événement, et on sait que ils vont nous suivre, parce que s'il n'y a pas l'État, on peut rien faire. Bien sûr. Bah oui, c'est l'État, ce sont les pompiers, les services de l'État, les services médicaux, les pompiers, la sécurité civile. Et les investissements à venir, mais c'est bien de construire l'avenir. C'est bien. Merci beaucoup Bruno Draperon d'avoir répondu à nos questions cet après-midi depuis votre ville sainte, où on a bien compris, à la mairie, tout sera centralisé pour pouvoir aider au mieux les administrés dans leur démarche, et ils pourront rencontrer directement les assureurs. Donc c'est tout centralisé pour effectivement que ce soit un peu plus simple, et ça ne l'est pas toujours. Ben justement, nous, on a une représentante des assureurs, Stéphanie Durafour, porte-parole d'Assureland, et là aussi on a pas mal de questions. La première des questions, bonjour madame, d'abord merci de prendre un petit moment pour répondre à nos questions. J'évoquais la question des délais. Là,
le classement en catastrophe naturelle permet de raccourcir le temps, d'acheter un petit peu de temps, parce qu'on l'a vu là. Moi, j'ai beaucoup de peine pour les gens qui ont à peu près tout perdu, qui vont devoir d'abord engager des travaux d'imperméabilisation des murs de leur maison, qui ont perdu l'équipement électroménager, etc. Est-ce que les assureurs sont en situation en situation commando aujourd'hui pour répondre aux demandes qui s'expriment? Oui, complètement. Les assureurs sont sur le pont. Aujourd'hui, ils sont mobilisés pour répondre aux déclarations qu'ils reçoivent des sinistrés. La semaine dernière, on faisait état de 130 000 déclarations de sinistres déjà reçues par plusieurs assureurs. Ensuite, le délai de déclaration de catastrophe naturelle, il va permettre aux sinistrés de bénéficier d'un temps plus long pour déclarer leur sinistre, 30 jours au lieu de 5, d'une franchise maximum de 380 €. Et puis, c'est également un régime dans lequel les assureurs ont l'obligation de respecter un certain nombre de délais. 1 mois pour mandater un expert, 1 mois pour remettre une proposition d'indemnisation, et puis 1 mois pour verser les fonds, une fois que le sinistré a donné son accord. Donc ça permet un petit peu d'encadrer cette procédure. Néanmoins, il faut quand même dire ce que vous disiez, il y a quand même des communes qui ont été ajournées dans leur demande de reconnaissance de catastrophes naturelles. Il faut aussi rassurer les sinistrés qui font partie de ces communes. On n'est pas mieux indemnisé parce qu'on est en zone de catastrophe naturelle. On reste aussi indemnisé en fonction du contrat qu'on a souscrit. Et ça, je pense que c'est aussi important à rappeler pour les gens qui ne font pas partie des communes qui sont connues catastrophes naturelles aujourd'hui. Mais est-ce qu'à terme, il y a des communes qu'on ne pourra plus du tout assurer? Parce que quand on regarde les chiffres, depuis 1982 et la création de cet état de catastrophe naturelle, de reconnaissance, près de 6 000 communes en moyenne font l'objet de cette reconnaissance d'état de catastrophe naturelle. 6 000 communes par an. Et quand on regarde un peu plus précisément les chiffres, on voit que près de 8% des communes en France ont été reconnues donc en état de catastrophe naturelle au moins 15 fois. Ça veut dire que plusieurs fois par an, parfois, une même commune peut bénéficier de cette reconnaissance. Est-ce qu'à terme, c'est viable ? Alors, complètement. Je crois que c'est 99% des communes françaises qui ont reçu au moins une fois un arrêté de catastrophe naturelle depuis la création du régime en 1982. Donc, on voit que l'ensemble du territoire est concerné. Ensuite, chaque commune peut avoir des risques différents, c'est-à-dire que certaines communes vont être plus sujettes à des aléas climatiques du type de la sécheresse, d'autres, on va plutôt être sur du risque de submersion marine. Et on a des villes comme Antibes, Nice, Cannes, qui font partie des villes dans lesquelles il y a le plus de reconnaissance de catastrophes naturelles. Et ça a en fait 2 impacts majeurs pour les assurés. C'est que le premier, effectivement, on a moins d'offres d'assurance sur ces communes-là. Pourquoi ? Parce que les assureurs, ils considèrent que ce sont des zones qui deviennent trop risquées. Et le deuxième effet direct pour les assurés, c'est que vous avez moins d'offres et donc les tarifs sont beaucoup plus chers. Donc d'une part, vous avez des conséquences matérielles, puisqu'on le voit à l'heure actuelle, vous êtes quand même sujet à perdre bon nombre de vos meubles, il faut refaire vos sols, vos tapisseries, donc ça reste assez lourd. Vous avez aussi des conséquences psychologiques dont on parle de plus en plus souvent. Madame Durafour, je voudrais en rester aux événements climatiques. Madame Durafour, s'il vous plaît. Le troisième point, c'est quand même le risque financier. Allô. C'est-à-dire que ça vous coûte plus cher d'habiter dans ces zones. Vous risquez d'être résilié par votre assurance. Donc effectivement, on a des villes dans lesquelles ça devient plus compliqué de s'assurer. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup Stéphanie Durafour d'avoir répondu à nos questions. Moi, je vais rebondir à l'une des villes que vous avez citées. Elle parle de ces villes sur la côte méditerranéenne qui régulièrement sont reconnues en état de catastrophe naturelle. Par exemple, Nice, vous savez combien de fois elle a eu cette reconnaissance en 40 ans ? 77 fois. 77 fois. Et elle le dit non, ça va continuer d'être assuré, mais forcément, il y a moins d'offres d'assurance. Et donc, les prix sont beaucoup plus élevés. Il y a une explosion des prix des assurances pour les communes. C'est les tempêtes à Nice. Et vous avez de plus en plus... Par ailleurs, vous avez effectivement de plus en plus de communes qui peinent à se faire assurer. Moi, on avait échangé avec Robert Ménard qui nous expliquait qu'en plus, la franchise était dingue. Elle était passée de 3 000 € à 2 ou 3 millions de mémoire. C'est une folie, quoi. En fait, il y a 2 choses qui interviennent. Il y a les dérèglements climatiques et les émeutes.
Et en fait, on a la congruence des deux en France. Donc, c'est sûr qu'on n'est pas très bien parti. Je pense que vous avez raison et Maître Perry a raison également. C'est-à-dire qu'il est quand même vraiment temps d'assainir nos comptes pour pouvoir prévoir l'avenir. Parce que là, vous avez vu quand même le maire qu'on a vu. Oui. Il a dit, moi, j'ai pas les moyens. Oui. Donc ça encore, ça dépend de l'État, qui lui-même n'a pas les moyens. Donc il est quand même temps qu'on se sorte de ce Le risque, c'est ça. Alors, paradoxalement, c'est pas tout à fait un paradoxe, non, quand vous regardez les résultats du CAC 40, les compagnies d'assurance se portent plutôt bien. Oui, étonnamment. Elles dégagent des bénéfices. Et c'est très bien, d'ailleurs, parce qu'un assureur doit avoir une réserve qui est une sécurité pour ses Vous pensez qu'il se gave ? Alors non, je dirais pas ça. Je pense qu'il est très bien que les assureurs gagnent leur vie. Je pense qu'ils pourraient être peut-être un peu plus généreux dans certains cas et notamment participer à la solidarité nationale, ce qui est appelé aujourd'hui. Puisque vous évoquiez la ville de Nice. Nice, vous savez, c'est typiquement la géographie de Valence. Vous vous rappelez Valence ? Oui. Ah oui. Les catastrophes à Valence, c'est la goutte froide. Vous savez, vous avez une ville, vous avez un ensemble urbain qui est très imperméable. Valencia. Hein. Et vous avez Valencia. En Valence, en Espagne, on précise. Et vous avez juste au-dessus. C'est sûr. Oui. Oui, c'est vrai. Vous avez juste derrière une chaîne de montagnes qui arrête les précipitations, et donc ça peut donner lieu à des situations comparables. Pas aussi tragique qu'à Valencia, comme dit mais quand même, Pila. Mais dernier mot. Ouais. Mais ce qui compte, alors je me souviens de reportages extrêmement éclairants lorsqu'il y a eu ces inondations catastrophiques, effectivement, à Valence en Espagne. C'est vraiment l'éducation et la solidarité. L'éducation, c'est-à-dire que ils ont appris les dernières catastrophes et les alertes météo, et puis les précautions qu'il faut prendre ont été beaucoup mieux respectées. Et puis la solidarité entre habitants. Et heureusement, on le voit dans les communes là du Sud-Ouest, il y a eu des élans de solidarité extraordinaires. Et il faut ça. Bernard Cohen-Haddad nous a rejoint. Bonjour. N'est pas assureur. Non. Et si, je suis assureur, justement. Aussi, président de la CPME Paris, auteur de L'avenir appartient aux PME aux éditions Duno. Alors si on vous a invité, c'est pas pour cette reconnaissance d'état de catastrophe naturelle. Non, c'est pour parler des entreprises qui attendent désespérément d'être payées. Vous en parlez dans votre livre d'ailleurs. Oui. Et on constate que l'État fait partie des mauvais payeurs. Les enseignes publiques, les hôpitaux, les collectivités territoriales tardent parfois à honorer leurs factures. Et évidemment, ça fragilise les entreprises. Regardez d'abord ce reportage de Mathieu Desmoulins. Celle-ci, on est à plus de 63 000 euros. Sur le bureau de ce chef d'entreprise du bâtiment, une montagne de factures, non pas à payer, mais à encaisser. Sur cette facture, on attend le paiement depuis le 30 novembre 2025, donc le montant 119 833,75 €. Au total, plus d'1 million d'euros de chantier ne lui ont toujours pas été réglés. Et malgré les relances quotidiennes de chacun des clients, c'est fatigant, puis c'est dommage de devoir autant se battre. L'entreprise n'a pas d'autre choix que de fonctionner au ralenti. Aujourd'hui, comme on dit, s'il n'y a pas de carburant pour faire tourner la machine tourne au ralenti. Donc aujourd'hui, problématique de cadence sur les chantiers, problématique de délai sur les chantiers, problématique d'approvisionnement. Près de 20 000 entreprises ont même dû mettre la clé sous la porte l'an dernier à cause des retards de paiement. Le gouvernement promet désormais de durcir les sanctions pour les plus grandes entreprises. Au-delà du délai légal de 60 jours maximum, le plafond de l'amende passerait de 2 millions d'euros à 1% du chiffre d'affaires. Mais parmi les mauvais payeurs, figurent parfois aussi des structures publiques. 229 000, 225 jours, 286 jours, 230 000. En jaune sur le document de cette société d'intérim, les dettes de plusieurs hôpitaux. L'un d'eux, dans le Val-de-Marne, a même atteint à lui seul 1 300 000 € d'encours il y a quelques mois. On n'est pas payé d'un côté par un organisme d'État, et de l'autre côté, on nous met la pression pour respecter les délais de paiement de toute la taxation que nous, aujourd'hui, on subit au quotidien. Y a-t-il alors un 2 poids 2 mesures entre entreprises et administration publique ? Le gouvernement minimise. Pourquoi l'État ne montre pas l'exemple ? Alors, l'État montre l'exemple parce que l'État paye bien et respecte les délais de paiement. Il y a quelques cas qui concernent notamment certains établissements de santé. En 2024, pourtant, selon le Sénat, près d'un tiers des retards de paiement émanaient de collectivités locales ou d'administrations publiques. Bien. Bonjour Bernard Cohen-Haddad. Vous êtes donc concerné par le sujet, vous avez écrit autour de cette question. Il faut peut-être expliquer en 2 mots. Une entreprise peut avoir ce qu'on appelle une exploitation bénéficiaire. Vous faites des factures,
Vous avez des clients, vous faites des factures, vous exécutez les travaux, mais les clients vous payent pas. Et donc vous vous retrouvez avec une corde autour du cou parce qu'il manque l'essentiel, il manque la trésorerie, Bernard. Oui, parce que la Banque de France rappelle que 25% des défaillances d'entreprises sont liées à des retards de paiement. Et le retard de paiement, ça peut aller, c'est évoqué dans le reportage, de 60 jours à 181 jours, parfois à 360 jours, c'est-à-dire une année, voire beaucoup plus, c'est-à-dire qu'on a des collectivités qui payent 2 ou 3 ans après, effectivement, que la commande ait été honorée. Puis vous savez, Pascal, vous le savez mieux quiconque, on en a souvent parlé dans Périscope à un certain moment. C'est un truc d'ancien combattant. Oui, mais on est encore là parce que justement, ça n'a pas évolué depuis ce temps-là. Et ça a même empiré. Et les retards de paiement, c'est 16 milliards d'euros. Hein. C'est pas 16 l'encours. C'est 16 milliards d'euros que l'on doit aux entreprises. Hein. C'est quand même beaucoup d'argent. Et pourquoi, comment dirais-je, il y a ce retard? C'est parce que il y a à la fois une mauvaise pratique. Il y a aussi, on nous dit que les PME ou les entreprises n'envoient pas les factures. Et puis parfois, faut le reconnaître, ça on l'évoque très peu. Lorsqu'on retarde et on vote en retard un budget, il n'y a pas d'argent dans les caisses. Et donc, les communes, l'État ne peut pas payer. Ça a été le cas, là. Bien entendu, ça a été le cas. Et donc, il y a eu 3 mois de retard. Et donc, forcément, on met en difficulté, voire en faillite, un certain nombre d'entreprises. Offrent des facilités de caisse dans ces moments-là? Alors, ça dépend, parce que vous avez un système aujourd'hui de factoring, hein, vous savez, où les entreprises, on l'a aussi évoqué souvent, où les entreprises donnent leurs factures à des banquiers. Elles vendent leurs factures. Et ce sont ces factors qui vont rechercher l'argent auprès des et qui leur donnent aux entreprises. L'argent est disponible moyennant un paiement de commission. Donc effectivement, parfois. À combien, excusez-moi, la commission? Ça dépend des pourcentages. Tout ça, c'est négocié, mais ça peut être du 2-3%. Ça dépend. De 3 à 5. Ah oui, 3 à 5. Et c'est pas mal quand même. C'est pas rien. Oui, mais ça a un avantage, c'est que le fait de donner cela à un facteur, vous avez l'argent tout de suite, puisque c'est la banque qui s'occupe, ou le facteur qui s'occupe, puisque ce sont des filiales de banques, qui s'occupent de récupérer les créances. La difficulté, c'est que aujourd'hui, on est... Et on en a évoqué aussi sur ce plateau, on a vécu une année extrêmement difficile pour les entreprises. 70 000 défaillances d'entreprises. Quand vous êtes en trésor un peu limite, la banque ne va pas vous accorder une autorisation de découvert supplémentaire. Donc il faut dans ce cas aussi voir auprès de l'URSSAF, auprès d'un certain nombre de fournisseurs, de renégocier auprès des impôts, de renégocier un certain nombre de paiements. Et donc ça fait partie un peu ce que j'appelle la boule de neige, c'est-à-dire qu'on la roule, elle augmente, et puis comme le mythe de Sisyphe, elle redescend sur la figure de l'entrepreneur. Bernard Cohen-Haddad, je voudrais qu'on soit juste à charge et à décharge. Les administrations, les hôpitaux notamment, ne sont pas toujours très à l'heure, mais certaines entreprises ne le sont pas davantage. Notamment les très grandes entreprises. On décrit très souvent le modèle français. Le modèle français, c'est de très grandes entreprises qui font travailler des ETI, qui font travailler des PME. Et puis, le ruissellement, finalement, il existe. C'est celui-là. Et les grandes boîtes ne sont pas toujours bon élève. Alors ça, c'est ce qui apparaît du rapport annuel de l'Observatoire des délais de paiement. Hein. Ça fait un certain nombre d'années que l'on a ce rapport. Paradoxalement, l'État a fait plus d'efforts pour mieux payer que les grands groupes. Et les grands groupes payent beaucoup moins bien les PME et surtout, vous savez, les sous-traitants en cascade, ce qu'on appelle les sous-traitants en cascade, que l'État. Ce qui paye vraiment très mal aujourd'hui, ce sont les collectivités territoriales, certains établissements publics, les hôpitaux, etc. Mais paradoxalement aussi, les grands groupes payent extrêmement mal. Et puis quand vous êtes une PME de 3e, 4e ligne et qu'on vous paie pas, vous n'allez pas faire un procès à la grande multinationale, parce que si vous faites le moins de procès, si vous envoyez un recommandé, vous assurez que vous n'aurez plus de contrat. Donc elles en profitent. Bien sûr. Ces grandes entreprises, elles en profitent. Bien sûr, lisez le rapport de l'Observatoire des délais de paiement, on se bat pour ça, et malgré la loi NOTRe et, des efforts qui ont été faits depuis 2015, on a toujours ces retards de paiement qui coûtent très cher à nos entreprises. Non, mais il y a des grandes entreprises, effectivement, elles en profitent parce qu'elles mettent de la trésorerie. Elles font fructifier effectivement leur cash et elles payent le plus tard possible. Après, effectivement, l'État est un mauvais payeur et paye en retard ses factures, mais il y a quand même une amélioration, une prise de conscience depuis quelques années. Vous avez raison. Le Sénat, il y a 4 jours, a voté une proposition de loi pour améliorer encore les choses. D'ailleurs, c'est drôle, si je peux dire, parce que Serge Papin, le ministre des PME,
Les sénateurs ont voté pour cette proposition de loi pour améliorer les délais de paiement et Serge Papin, le ministre, a dit je m'en remets à la sagesse des sénateurs, vous savez. C'est-à-dire que lorsque le gouvernement soutient une proposition mais ne peut pas la soutenir. Vous voyez le ministre dire je soutiens une proposition où finalement l'État ne paye pas. L'État c'est lui, il est ministre, donc il a dit je m'en remets à la sagesse des sénateurs. Mais on cherche à améliorer les choses. Serge Papin, il a fait un boulot formidable pendant toute sa vie parce qu'il était distributeur. Oui. Ça vous a pas échappé, le distributeur, vous le payez tout de suite. Oui. Quand vous allez faire vos courses, vous le payez tout de suite. Lui, il paye ses fournisseurs à 60 jours. Donc ça veut dire qu'il a 2 boulots. 1, il est distributeur, 2, il est banquier. Voilà, placeur. Mais vous avez 55% des petites PME qui ne répondent pas aux offres publiques des communes parce qu'elles ont peur de ne pas être payées. Et il y a la complexité. 1 sur 2. Il y a la complexité pour répondre aux appels d'offres aussi. Mais est-ce qu'on est... C'est beaucoup plus carré, bien sûr. Mauvais élève en France? Est-ce que... D'abord, j'avais envie de vous poser cette question simple. Est-ce qu'il y a des sanctions? Alors oui. Quand les délais ne sont pas respectés, et est-ce que ces sanctions sont suivies d'effets? Alors Pascal Perry, vous le savez, on a milité en 2015 pour l'apparition de ce qu'on a appelé le name and shame. Ça a été pour nous, on suit un peu à l'origine avec d'autres, je pense à Jeanne-Marie de Prost qui était la médiatrice nationale du crédit à l'époque, pour dire que les mauvais payeurs, et notamment les grands groupes, ils doivent mettre l'argent, la main à la poche, et notamment à la caisse, ils vont payer des indemnités. On a augmenté les indemnités et puis on met un petit peu en lumière ceux qui payent très mal. Donc c'est-à-dire le name and shame, effectivement, c'est dénoncer publiquement les grands groupes ou l'État ou les collectivités qui payent mal en les mettant à l'index et puis en leur disant vous payez l'indemnité, c'était 450 000 €. Et puis aujourd'hui, tout cela, c'est un peu déplafonné. Donc on a fait un progrès. Mais on reste très très loin, si vous voulez, d'une réalité. Déjà entre les régions, c'est-à-dire que en fonction des régions, on paye plus ou moins bien. Ça, c'est l'objet d'un rapport que je suis en train d'écrire, qui sera rendu début septembre, peut-être, on va dire mi-octobre au plus tard. Donc ça prend beaucoup de temps pour voir un petit peu en France où on est dans les débats. Ça a été bien dit tout à l'heure. C'est lié aussi à la relation au marché public. En tout cas vis-à-vis des collectivités, puisque les marchés publics sont organisés d'une certaine façon. Et puis il y a quelque chose dont on parle très peu. C'est à partir de quand commence le délai de paiement? À partir de quand on comptabilise? La livraison? Non, c'est pas si simple. Est-ce que c'est au moment de la livraison ou au moment où on a reçu, la dernière facture, ou est-ce qu'on a validé, etc. Tout ça fait partie d'une nébuleuse. Et puis, in fine, il faut le reconnaître, ça fait partie d'un sport national pour certains acheteurs. C'est-à-dire de tirer le plus longtemps possible les paiements pour faire tout simplement de la trésor et aussi d'avoir un moyen d'influence sur les prestataires, d'oppression sur les prestataires. C'est pas très élégant, mais c'est comme ça qu'on tient ces prestataires. Ça coûte des emplois, tout ça? Bien entendu, ça coûte de l'emploi, parce que un certain nombre d'entreprises sont obligées soit de mettre en chômage technique, en chômage économique, soit, de fermer et de rebondir. C'est très mauvais, y compris en matière de RSE, puisqu'on parle beaucoup d'engagement sociétal sur les territoires. Et c'est pour ça aujourd'hui que, ça a été dit aussi, un certain nombre de TPE-PME qui n'ont pas la surface financière suffisamment solide hésitent à répondre soit au marché public, soit au marché privé, tout simplement parce qu'elles n'ont pas le temps d'attendre 180 jours, 360 jours pour être payé, sans compter des délais dilatoires. Est-ce que c'est une spécificité française ou dans le reste de l'Europe c'est pareil, en Allemagne, en Espagne, en Italie? Là-dessus, on est extrêmement bon élève. Bons élèves, c'est-à-dire que c'est quand même un peu du made in France. On paye mieux en Allemagne, on paye mieux en Italie, c'est une réalité. Mais c'est vrai que depuis un certain nombre de mois, et on l'a vu avec cette proposition de loi sénatoriale, il y en a certains qui disent trop c'est trop, ce n'est plus possible. On peut plus perdre autant de PME parce qu'elles sont en manque de trésor. Mais est-ce que c'est pas de toute façon logique qu'on soit mauvais élève en France parce qu'il y a beaucoup moins de dépenses publiques en Allemagne ou dans d'autres pays? Donc, par définition, moins il y a de dépenses publiques, moins il y a de commandes publiques et du coup... moins de retard. Et deuxièmement, moi, la question, c'est est-ce que vraiment les retards dans les administrations, dans les mairies ou dans l'État, c'est parce que, pour être caricatural, ça marche pas, ils sont mal organisés, ils savent pas faire, alors que dans les grands groupes privés ou les groupes privés, c'est effectivement, on paye le plus tard possible pour faire du cash et placer et faire de l'argent.
Est-ce que d'un côté, ils sont mauvais et de l'autre côté, ils sont filous? Non, je crois qu'ils sont mauvais de tous les côtés, si vous me le permettez. Et c'est-à-dire, c'est quoi? C'est les logiciels de paiement? Et pour le public, il y a un problème, et on l'évoquait tout à l'heure, c'est un problème de trésorerie. C'est-à-dire que souvent l'État ou les collectivités n'ont pas, à un moment donné, les fonds pour payer, comment dirais-je, les entreprises. Non, mais c'est une réalité. Enfin, à cause de l'endettement. À cause de l'endettement ou du surendettement et de la difficulté d'orientation des flux de l'État vers les collectivités ou de l'État vers les établissements publics ou parapublics. Ça, c'est une réalité. Et puis, on est en période de difficulté budgétaire. On a eu aussi, et je vais répondre sur la partie privée, un gel pendant quelques mois, et on a encore ce gel jusqu'à la fin des élections municipales sur tous les marchés publics. Depuis un an, il se passe rien. Voilà, donc on catastrophe, a ça. Alors concernant les entreprises privées, il y a deux choses. Il y a déjà un certain nombre de pratiques anciennes. C'est-à-dire que ça fait partie... pas très glorieuse. C'est pas très glorieux, c'est pas valorisant. Filou, on peut le dire. Oui, puis c'est une façon, on le disait avec Pascal Perry, de tenir les sous-traitants ou de tenir les partenaires, comme ça de pouvoir un petit peu avoir ça sous sa coupe, ça veut dire avoir cette petite cour sous la dépendance. Ça crée de la fidélité. Voilà, exactement. Si vous me devez de l'argent ou l'inverse, et puis on donne entre nous un lien un peu particulier. Et puis on donne au goutte à goutte, histoire de tenir cela en haleine. Ouais. Et puis il y a aussi un certain nombre de process, et puis in fine, il y a un problème de formation. Ça, je l'ai déjà évoqué dans le cadre du travail qu'on a fait sur les marchés. Il y a un problème de formation, c'est-à-dire que tout ça fait partie d'une formation des acheteurs. À contrario, on n'a pas eu ça, paradoxalement, pendant la période des JOP. L'ensemble des marchés qui ont dépendu des JOP, parce que paralympiques, moi je dis paralympiques, pas des Jeux olympiques et paralympiques, ça a été l'exemple même des bonnes pratiques où il n'y a pas eu de retard de paiement, tout a été payé rubis sur l'ongle. C'est marrant parce que depuis le début de l'émission, en fait, on est en train de brosser un tableau du patronat qui est quand même effrayant. C'est-à-dire entre le fait qu'ils ne soient pas capables de faire rentrer les gens dans le monde du travail, qui virent les vieux et qui ne payent pas leurs prestataires, vraiment c'est épouvantable. C'est-à-dire que moi, vous voyez, on passe sa vie à taper sur l'État, dont vous dites qu'il fait des progrès. Là, ce truc des grosses entreprises qui ont besoin de ces TPE, PME et qui leur écrasent la tronche, je trouve ça effrayant. Non mais Isabelle, ça mais effrayant, Isabelle, ça c'est votre côté marxiste. Mais si on enlève votre côté marxiste, on est quand même plus nuancé. Ça n'a rien à voir avec le marxisme, ça a à voir avec le fait de respecter les gens qui travaillent pour vous. On peut être marxiste. Non, mais je veux dire, ça prouve quand même il y a quand même une remise en cause du patronat à avoir. Des pratiques. Isabelle, il faut aussi remettre un petit peu l'église au centre du village. Un certain nombre de TPE, PME mettent du temps à envoyer leurs factures à leurs donneurs d'ordre. Ça, c'est aussi un sport national. Et donc, d'un autre côté... Elle s'étonne après. Voilà, parce que certains... Et puis, il y a des dispositifs là nouveaux sur les paiements, marché public, Chorus, etc., qui visent à améliorer la rapidité. Mais c'est vrai aussi qu'un certain nombre de TPE, PME sont désorganisées, elles ont le nez dans le guidon, et qu'elles mettent 3, 4 ou 5 mois avant d'envoyer des factures définitives à leurs prestataires. Et donc, c'est 5, 6 mois de plus, et on arrive à quasiment un an pour payer des factures. Ça décale. Bah oui, mais il y a des bons et des mauvais. Avec un an, imaginez un an sans salaire. Il y a des bons et des moins bons. Si vous n'envoyez pas la facture, le client il peut pas payer. Isabelle, c'est aussi bête que ça. Spécialité. Bon, merci beaucoup. Merci. Vous restez avec nous peut-être pour le sujet. Vous allez voir. Vous avez des choses à dire. Si vous me le demandez, je reste. Alors volontiers, vous restez avec nous parce que malgré ce contexte en France, on s'aperçoit que ça marche pas si mal parce que les investissements industriels sont importants. En France, on est même le 4e au classement mondial des investissements derrière les États-Unis, la Chine et l'Inde, des mastodontes. Oui. Donc ça veut dire que ça va pas trop mal. 1500 milliards. Investis. Oui, la dette investie. Oui, la dette, c'est le double. 1500 milliards investis. Donc c'est bien 4e destination mondiale. Alors beaucoup de projets, effectivement. Nous sommes derrière les États-Unis, la Chine, l'Inde. Si, comme le faisait remarquer Renaud tout à l'heure, on parlait de l'Europe, c'est vrai que l'Europe est très haut. En réalité, c'est-à-dire que nous restons attractifs pour tout un tas de raisons. Bernard, je voulais votre avis aussi là-dessus. Les infrastructures, l'énergie décarbonée, et puis peut-être aussi, on l'évoquait tout à l'heure également, la politique un peu pro-business dans ce pays depuis quelques années. Enfin, vous voyez, ça peut pas nuire. Non, mais la politique, on avait un peu brocardé le président de la République, vous savez, au sommet de Choose.
Oui, Choose France, on avait dit, il y avait tant de milliards d'euros. Choose France, on en voit aujourd'hui les effets. On l'avait dit, c'est sur des activités de service aussi, dans l'industrie, c'est-à-dire beaucoup de data centers, faut quand même le reconnaître. Mais c'est un peu de l'industrie d'aujourd'hui. C'est l'industrie de demain, moi je dirais. Oui, c'est même si vous voulez. C'est même pour moi de l'industrie de demain, qui a une répercussion sur l'ensemble du territoire, parce que lorsqu'on crée un emploi dans ce type d'industrie qui demande aussi de la place, ça peut pas être dans les grandes villes, c'est en dehors des grandes villes. On crée indirectement 2 à 3 emplois dédiés autour de cette industrie-là. Et puis, c'est une industrie qui dépasse les frontières. Donc, on va dans le bon sens. Ça n'efface pas quand même les difficultés qu'ont nos entrepreneurs à créer et à produire en France. Dans quand même les chiffres, n'oublions pas qu'il y a seulement 13% des investisseurs qui sont français, Pascal Perry. Oui, mais ça, c'est plutôt bien. Mais seulement. Moi, je le prends. Oui, mais les Français, ils vont investir à l'étranger. Et c'est bien aussi. Et justement, ils vont pouvoir. Ça veut dire qu'ils investissent en dehors de chez nous. Et donc, c'est extrêmement positif. On a un exemple concret. Denis Jacquet est en direct avec nous. Bonjour. Alors, vous êtes entrepreneur français, mais vous avez décidé plutôt d'investir aux États-Unis. Quel regard portez-vous sur cette attractivité de la France ? On reste extrêmement attractif. Regardez, on rivalise avec des mastodontes. Bonjour, et puis j'en profite, je suis désolé, message personnel, j'avais pas vu Bernard depuis très longtemps, donc je le salue au passage. Moi aussi. Et puis Pascal, écoutez, je veux pas casser l'optimisme du plateau. je m'en voudrais beaucoup. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui la part du lion, elle a augmenté de façon incroyable du côté des États-Unis. Comme si vous regardez ce même rapport sur l'immensité de l'accroissement, c'est pas très bien ce que je viens de dire, mais à quel point les investissements ont été doublés, triplés, quadruplés aux États-Unis du fait des décisions de Trump sur les tarifs douaniers. On annonçait assez souvent que ça allait être une catastrophe. C'est vrai que les États-Unis aujourd'hui raflent la mise de façon incroyable. Donc la deuxième chose, c'est que la France a toujours été attractive. Donc c'est pas vraiment une nouvelle extraordinaire. Quand on regarde les chiffres des 10 dernières années, la France est toujours dans les pays dans lesquels on vient. La raison, elle est bonne ou elle est mauvaise, mais au final, c'est le résultat qui compte. C'est que quand vous dites à un Américain, est-ce que tu veux aller à Stuttgart ou à Paris, en gros, il a tout de suite légèrement une inclinaison pour Paris, dans lequel voilà. Donc, avec tout respect pour nos amis allemands, mais la plage n'a pas la même couleur. Bon, donc du coup, on a des ingénieurs qui sont pas chers, qui sont extrêmement bien formés. On a encore une éducation qui, même déclinante, est quand même encore de qualité. Et puis on a des gens qui sont pas chers. Je veux dire, un jeune aujourd'hui qui sort d'école en France, d'une bonne école d'ingénieur, il démarre à 40 ou 50 000 euros, il démarrerait à 250 ou 300 000 à San Francisco. D'abord, c'est un héros de rester en France, et ensuite, on est content de les trouver à ce prix-là. Et puis enfin, c'est clair que de toute façon, les investisseurs étrangers viennent pas pour l'excellence de la qualité gouvernementale de ces 10 dernières années ou même 20, et encore moins celle des débats à l'Assemblée nationale. Donc très clairement, on a encore des atouts. Maintenant, ce qui est intéressant, et Bernard était en train presque de le souligner, c'est que l'impact sur l'emploi est très faible, parce que entre ceux des Français qui investissent plutôt à l'étranger et ceux des étrangers qui investissent en France, et les chiffres du chômage, on s'aperçoit que malheureusement, ça n'a pas un grand impact sur l'emploi. Mais il faut dire peut-être que l'industrie du 21e siècle, c'est pas celle du 19e siècle, qui était très intense en main-d'œuvre. Aujourd'hui, on a plus besoin d'agents très qualifiés, de techniciens supérieurs, ingénieurs. On en manque d'ailleurs. On en manque. On est obligé d'importer de cette main-d'œuvre extrêmement qualifiée. C'est bien dommage. Enfin, il n'empêche, Bernard et puis Denis après, on va quand même pas pleurer. On est ravis de l'apprendre, et ce sont plutôt de bonnes nouvelles. Non, mais Denis a raison, parce que il a bien connu ça. On a eu le mouvement vers les investissements en France depuis le Brexit, il faut le reconnaître. C'est à partir de ce moment-là où on a récupéré l'ensemble d'un certain nombre de grands sites, de grands sièges de groupes internationaux, que la bourse de Paris a été un peu devant la bourse de Londres et aussi à côté de Francfort. Donc il faut reconnaître que tout ça, ce mouvement, il n'est pas depuis 1 ou 2 ans. C'est le Brexit qui engage un certain mouvement. La politique aussi de Covid et d'après-Covid, le toi qu'il en coûte, ça n'est pas rien pour les investisseurs.
Le bémol qu'on pourrait évoquer aujourd'hui, c'est l'instabilité politique telle que nous la vivons, avec des politiques qui pourraient être un peu anti-entreprise. Je vous rappelle qu'on a eu quand même des débats extrêmement épiques sur le crédit impôt recherche, et donc ça touche aussi les industriels. Jickman. Voilà. Denis a évoqué nos collaborateurs de qualité sont paradoxalement moins payés que les collaborateurs, je parle des cadres qui sont dans des pays étrangers, que ce soit en Allemagne, à Londres ou aux États-Unis. Et puis, bien entendu, un environnement quand même de qualité de vie qui compte beaucoup pour les investisseurs et surtout pour les personnels qui viennent travailler en France. Et rappelons-le, des aides de l'État et dans les régions. On parle souvent de cette atomisation des aides qui va pour faire en sorte qu'on simplifie la vie de ceux qui veulent investir. Mais Denis Jacquet, deux petites questions. Premièrement, vu des États-Unis, quelle est, en dézoomant un peu, que ça soit pas forcément sur les réseaux sociaux, mais quelle est l'image auprès des entrepreneurs ou des investisseurs que vous connaissez de la France en ce moment, on va dire son évolution depuis 5 ou 10 ans? Le climat, pas Macron et LFI à l'Assemblée, mais plutôt l'image de la France. Et deuxièmement, est-ce que sur la qualité de l'emploi français, des salariés, l'employabilité des jeunes, est-ce que de votre regard, vous trouvez que ça se dégrade très fortement avec beaucoup d'entrepreneurs qui disent en France, on n'arrive pas à recruter, les jeunes sont pas assez formés, sont pas assez ceci, sont pas assez Isabelle, sont pas assez cela. Sur les jeunes. Ça faisait 1h30. Non, pas du tout. Ça faisait une petite heure et demie. Je suis contente parce que ça faisait vraiment Allons-y. longtemps. Non, il y a des entreprises qui disent on demande. Je vous dis, on demande aujourd'hui uniquement le critère du savoir-vivre, et le reste on fait tout. Former, on fait, mais juste le savoir-vivre. Bon, travailler, se lever le matin. Denis Jacquet, oui. Alors, Denis. je sais que l'émission n'étant pas sur ce sujet, là, je peux vous dire que pour des raisons que je peux pas dévoiler maintenant, mais je fais le tour des plus gros investisseurs américains. Je pense que j'en ai vu une centaine depuis 2 mois, des plus grosses boîtes américaines, etc. Ce qui les inquiète le plus, ça n'a rien à voir avec notre sujet aujourd'hui, c'est la dérive de radicalisation islamique qui leur fait très peur. C'est ce qui le sujet numéro 1 qui les refroidit sur l'Europe en disant vous êtes en train de perdre totalement, notamment la face, vos cultures et vos valeurs. Et ça, c'est un sujet numéro 1 aux États-Unis. Je pense malheureusement, on n'a pas bien compris en Europe. On voit ça sous notre nez, c'est peut-être trop près. Mais depuis les États-Unis, notamment, mais Denis Jacquet, peut-être qu'ils sont devenus racistes aussi, non? Les Américains, pardon, je pense je pense on a connu des attentats en France, etc. Mais enfin, dire que le pays est en proie à la radicalisation islamique, bon, je pense qu'il y a un petit chemin. Alors que J.D. Vance le pense, qu'une partie de tous les fachos qui est autour de Trump le pense, ça m'étonne pas tellement. Ils pensent déjà que leur pays est aux mains des wokistes. Mais enfin, de là, moi, je pense à nos compatriotes musulmans qui nous écoutent ce midi, qui se prennent ça en plein Ramadan. Vous savez quoi? On les aime, en fait, et on est très content qu'ils soient là. Je pense que en réalité c'est ce discours qui nous rend aveugles, c'est-à-dire qu'en gros pour une majorité de musulmans qui posent aucun problème, moi j'ai vécu au Maroc, je connais très bien ce pays, je sais comment ça marche. Malheureusement, je pense qu'aujourd'hui la radicalisation elle est réelle. Elle est palpable. Et quand vous avez dans un pays un débat, c'est pas le sujet du jour. Vu des États-Unis, il y a peut-être cette impression, mais qui n'est pas du tout une réalité. Non. Mais est-ce qu'il y a un autre point peut-être? On est dans un pays, laissons l'islam de côté, on est dans un pays où vous avez des responsables politiques qui représentent 15% de l'électorat qui disent avoir honte des milliardaires français. Alors il y en a un qui a beaucoup investi aux États-Unis d'ailleurs. C'est Monsieur Arnault, c'est Bernard Arnault qui a racheté Tiffany's, pardon, qui était la seule grande marque de luxe d'ailleurs dans le domaine de la joaillerie aux États-Unis. Cette dimension-là, est-ce qu'elle préoccupe les investisseurs américains? Ou est-ce que après tout, un peu comme la bourse, comme le CAC 40, vous avez vu la santé insolente du CAC 40, Denis? Est-ce que ça Bien sûr. Non, mais je pense, en plus, le fait d'annuler par la Cour suprême la possibilité effectivement de maintenir ces droits de douane a boosté énormément la bourse ces derniers jours et c'est compréhensible. Mais deuxièmement, en fait, le seul truc qui est vraiment inquiétant après le premier sujet sur lequel on va pas revenir, c'est véritablement 2 choses. La première, c'est que aujourd'hui, nos entreprises françaises
investissent à l'étranger, ce qui est très bien pour nous, parce que ça veut dire qu'elles s'étendent à l'étranger. Mais la problématique aujourd'hui, c'est qu'elles investissent non pas dans le futur, mais dans le présent ou au mieux dans le passé. C'est-à-dire qu'en fait, elles investissent 3 à 6 fois moins que des entreprises chinoises ou américaines sur les industries du futur. Donc ça signifie que nos investissements se font sur des choses qui ne font pas le futur. Et ça, c'est vraiment une problématique parce que les écarts augmentent à peu près chaque année depuis ces 5 ou 6 dernières années. La Chine et les États-Unis caracolent en tête au palmarès, effectivement, des investissements dans le futur. Merci Denis, je dois vous interrompre. Je dois vous interrompre parce que l'heure tourne. Merci en tout cas d'avoir pris un peu de temps pour nous répondre. Un mot pour conclure, juste Bernard. pour dire qu'il y a aussi un atout, c'est que nous sommes de plus en plus attractifs pour les énergies décarbonées et c'est important pour l'industrie. On l'a dit et répété. Et il faut le répéter. On est outillés de plus en plus en France pour cela à travers des engagements européens. Merci beaucoup. Alors, on voulait vous montrer une image. Alors, ça peut paraître anecdotique, mais ça veut dire beaucoup. C'est l'événement de la nuit. On va rester aux États-Unis. Vous le savez, le discours de Donald Trump, le discours de l'État de l'Union, c'est traditionnel aux États-Unis. Tous les ans, le président en exercice trace sa feuille de route pour l'année en cours. C'est ce qu'a fait Donald Trump hier. Et l'un des moments forts, vous allez le voir, c'est l'arrivée des hockeyeurs américains, tout juste sacrés champions olympiques à Milan. Ils ont battu le Canada, faut-il le rappeler. Oui. Et à ce titre, quelle victoire. C'était une victoire. C'est symbolique. Et à ce titre, ils ont été accueillis en héros. Accueillis en héros par tous les parlementaires américains. Et vous savez où cette histoire a commencé ? Quelques jours avant, c'est-à-dire au cours du week-end, quand ils ont été sacrés à Milan. Ils viennent tout juste de battre le Canada. Ils reçoivent un coup de fil en personne de Donald Trump, avec un échange assez hallucinant. Oui, regardez. And we have to, I must tell you, we're going to have to bring the women's team. You do know that. I do believe I probably would be impeached, okay? Pardon, c'est tous ces rires d'hommes quand il dit, vous savez, je devrais inviter l'équipe féminine. Et ça déclenche le rire de tout le vestiaire. Est-ce que l'Amérique de Trump, elle est pas résolue? Il a tout fait pour provoquer ce rire. Elles sont pas venues, d'ailleurs. Elles ont décliné. Elles sont pas venues. Elles ont dit qu'elles avaient piscine, en gros. Elles ont dit qu'elles avaient un problème d'agenda. Et je pense que ça a quand même de la. Il y avait trop de neige pour y aller. Pardonnez-moi, mais je trouve ça quand même de la gueule quand vous êtes les hockeyeuses et que vous êtes médaillées d'or de dire je suis désolée. Désolé Donald, on a un problème d'agenda. Je les ai trouvées vraiment très courageuses. Oui, bon, écoutez. Il rit gras en même temps. Effectivement, vous avez raison, Magali, c'est pas glorieux. En même temps, mettons-nous à leur place. Ils ont le président des États-Unis dont ils savent qu'il rit gras, qu'il attrape les femmes. Vous savez comment? Que sa fille ne serait pas sa fille, il l'aurait draguée, etc., etc. Bon, effectivement, ils sont pas très courageux. Mais enfin, vous savez, la majorité des gens n'est pas très courageuse. Pluie de réactions. En tout Alors cas, que les femmes. Oui, le son. Elles sont pas venues. Une femme, les femmes ne sont pas venues, n'ont pas répondu à l'invitation. Une des réactions parmi d'autres, parce que vous imaginez bien la réaction sur les réseaux sociaux de l'actrice Sophia Bush. Regardez. Friends, as we sadly continue to learn that all men are trash, even the men we were rooting for with our whole chests on Saturday. Voilà. Alors tous les hommes sont des ordures. Les hommes ne sont pas tous des ordures. Non, mais c'est sa réaction après. Outré par ce qui s'est passé dans les vestiaires. C'est parce qu'il y a parfois il y a parfois des déclarations scandaleuses, qu'il y a des réactions scandaleuses aussi, mais on peut pas laisser passer ça. Non, il y a des gens qui sont parfaitement respectables partout. Évidemment. Le groupe, l'image Trump est absolument détestable avec ce match, cette misogynie et cette vulgarité absolument affreuse. Surtout très vulgaire. Voilà. Après, il y a un groupe, effectivement, c'est le président, ils vont pas tout d'un coup lui faire la leçon. Oh, mais qu'est-ce que vous avez dit? En plus, quand vous avez Trump en face, vous pouvez pas en placer une. Donc, la très belle histoire quand même de cette équipe, ce sont ces deux frères. Vous avez vu la dent cassée. L'un des deux frères a eu une dent cassée pendant le match, mais vraiment cassée, il a plus de dents là. Et il y a une vidéo où lorsqu'ils avaient 10-11 ans, ils disaient notre rêve, ce serait de jouer un jour ensemble. 11 ans.
et il se retrouve médaillé d'or avec l'un qui effectivement fait son grand sourire avec sa dent cassée. De l'art et de la manière de raconter une autre histoire. Exactement. Merci beaucoup. En positif. tout cas, Brunet sans filtre à écouter évidemment en podcast quand vous voulez. Quant à nous, on se retrouve en direct demain un petit peu avant midi. Bon après-midi à tous avec Thomas Misraki.